En médecine, il y a la théorie et il y a la pratique. Réfléchir, c'est bien. Faire des bricoles dans un tube à essai, c'est mieux. Mais comment passe-t-on d'une idée à une procédure médicale, à un traitement ? Et surtout, comment s'assurer de son efficacité sans être biaisé ? Des tests sur animaux peuvent bien sûr nous donner des idées, mais comment aller jusqu'à l'homme ? Ce soir, nous parlons de recherche clinique, un champ d'études scientifiques ciblé sur l'humain, pour mieux comprendre ses pathologies et la façon de bien les traiter. Nous sommes le mercredi 6 mars 2024, vous écoutez l'épisode 505 de Podcast Science, bienvenue. Et ce soir, pour cet épisode, nous avons une table ronde virtuelle avec Cléora depuis Perduville à la technique. Bonsoir à tous. Nous avons Alexa depuis Montpellier. Salut tout le monde. Du côté de notre table physique, nous avons Manon, notre invitée de ce soir depuis Strasbourg. Bonjour. Et c'est moi, Eléa, qui serai votre maîtresse de cérémonie depuis mon salon en bonne compagnie, puisque Manon est en face de moi. Alors, on va commencer l'épisode tout de suite. Manon Reinbold, tu es attachée de recherche clinique à la faculté de médecine de Strasbourg. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ton parcours et comment tu es devenue attachée de recherche clinique, puisque ce soir, on va parler de en quoi ça consiste comme métier. Alors, le métier d'attaché de recherche clinique, moi, je l'exerce maintenant depuis environ 6 ans. Je l'ai découvert quand je suis partie à l'étranger, au Canada. En fait, j'ai fait une licence en sciences de la vie. J'avais besoin d'évasion. Et à l'époque, sur les destinations proposées par l'Université de Strasbourg, la plus lointaine, c'était Montréal. Et donc, je suis partie en 3e année de licence lorsque j'étais à la faculté des sciences de la vie à Montréal. C'est dans le cadre d'un échange interuniversitaire, donc entre l'Université de Strasbourg et de Montréal. Ça a été une expérience incroyable. J'ai souhaité également renouveler cette expérience pendant mon master de neurosciences et justement, c'est pendant cette 2e année à Montréal que j'ai effectué un stage dans un hôpital pédiatrique. Je travaillais en fait dans un laboratoire qui étudiait les troubles du spectre autistique. J'ai effectué donc mon mémoire de master là-dessus et j'avais la chance dans cet hôpital, à l'étage juste en dessous, d'avoir un service qui réalisait en fait une étude clinique pour les enfants, donc des enfants qui souffraient de troubles du spectre autistique. Ça avait lieu au même moment que mon stage et on m'a proposé d'y faire un tour, de découvrir ce qu'était la recherche clinique. Et c'est là que j'ai découvert que la recherche clinique, c'est vraiment un domaine multidisciplinaire où se mêlent des patients, des familles, des médecins, des infirmières, des chercheurs. Pour moi, ça a été une vraie révélation, puisque quand je suis en fait rentrée à Strasbourg, j'ai réalisé un diplôme de formation des attachés de recherche clinique qui s'est passé entre la faculté de médecine de Strasbourg et de Nancy. Je travaillais en parallèle de mes études à la direction des relations internationales de Strasbourg et ça a été une expérience très très riche en rencontres, en partage, en expériences. J'ai toujours apprécié échanger avec les gens, que ce soit les étudiants internationaux, partager mon expérience moi-même en tant qu'étudiante internationale. Et aujourd'hui, ce que je fais en recherche clinique, c'est justement rencontrer des patients, des familles et puis avoir des professionnels de santé, dans plusieurs thématiques. Et j'ai été donc diplômée de cette formation d'attaché de recherche clinique. Et j'ai démarré en fait mon premier poste d'attaché de recherche clinique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'ai eu la chance en fait de travailler dans 3 services, donc de faire de la recherche clinique en oncologie thoracique, donc c'est tout ce qui est cancer du poumon, en chirurgie cardiovasculaire. Alors là, c'était très très particulier parce qu'on allait au bloc avec les chirurgiens. On se plongeait vraiment dans le monde médical au bloc, et j'ai également été dans le service des urgences pédiatriques, donc plutôt des nouveau-nés, des enfants. Donc je rencontrais parfois des patients jeunes, des moins jeunes,
Et c'était vraiment, en tout cas, une première rencontre avec la recherche clinique et tout ce qu'elle peut apporter aux gens, qui a été pour moi assez incroyable. Je vivais des journées un petit peu à 100 à l'heure parce qu'il fallait faire des études cliniques sur différentes pathologies avec des patients qui sont chacun uniques. Des moments parfois aussi qui étaient plus difficiles parce que dans le service d'oncologie thoracique, notamment donc dans le cancer du poumon, souvent les patients arrivés, ils avaient une espérance de vie qui était limitée, qui se comptait souvent en quelques années. Donc on avait malheureusement des pertes de patients assez rapidement, donc des moments un petit peu difficiles. On accompagne aussi les familles, on reste pas insensible. Mais en tout cas, voilà, tout ce démarrage en tout cas d'attaché de recherche clinique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, ça m'a vraiment convaincue que j'étais sur la bonne voie. Et j'ai souhaité ensuite poursuivre la recherche clinique en oncologie uniquement. Donc j'ai été recrutée par l'Institut de cancérologie de Strasbourg, qui venait d'ouvrir ses portes. J'y suis restée pendant 2 ans. Et c'est surtout la pandémie qui a été une période très très rude pour les équipes médicales, les équipes paramédicales. On a fait énormément d'études cliniques dans les services de réanimation. Donc une époque qui a été vraiment difficile physiquement, moralement pour tout le monde. Et ça m'a donné ensuite, j'ai eu le besoin vraiment de m'éloigner un petit peu de la recherche clinique. Je suis passée par l'ARS, donc sur la santé numérique. J'ai beaucoup apprécié. Tu peux juste nous expliquer ce que c'est que l'ARS? Oui, alors l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. C'est une institution au niveau de la région Grand Est, où j'ai travaillé, qui va déterminer un petit peu la gouvernance en matière d'action sur la santé, sur la prévention. Mais ça a été un passage assez bref, parce que la recherche clinique me manquait horriblement. Et donc j'y suis retournée, mais cette fois pas par la voie de l'hôpital, mais sur un poste plutôt en santé, santé publique, ce qu'on appelle aussi les soins primaires. Donc je travaille énormément avec les médecins généralistes, et je suis embauchée aujourd'hui en tant qu'attachée de recherche clinique à la faculté de médecine de Strasbourg, et plus précisément au département de médecine générale. Donc on va revenir à ce poste d'attaché de recherche clinique. Alexa, je crois que tu avais une question. Oui, alors du coup, juste pour préciser, parce que je pense que peut-être pour certaines personnes c'est pas clair, en fait tu as l'équivalent d'un master, c'est ça, qui a une formation pour une formation de recherche clinique, ou est-ce que tu as une thèse, un doctorat Alors, j'ai un master. J'ai D'accord. fait en fait donc une licence des sciences de la vie, que j'ai complétée ensuite par un master de neurosciences. D'accord. Bac plus 5. Et ensuite, j'ai complété cette formation par ce qu'on appelle un DIU. Donc D'accord, c'est un DIU en fait, ok. Mais c'est très peu connu quand on parle de DIU. Les gens, ils savent pas trop ce que c'est, surtout que le DIU, tu peux le compléter après la licence, après le master, après le doctorat. C'est vraiment une formation complémentaire. Donc, c'est un diplôme interuniversitaire que j'ai fait à la faculté de médecine de Strasbourg et de Nancy, mais qui se forme vraiment de manière très spécifique sur le métier d'attaché de recherche clinique. D'accord, donc en fait c'est comme une formation en plus, diplômante aussi, j'imagine quand même, qui te permet C'est un vrai diplôme, tu reçois à la fin, tout à fait, c'est certifié au niveau universitaire, reconnu sur le plan national et même européen. D'accord, ouais, non, c'est super intéressant parce que je pense que, tu vois, y a plein de gens qui connaissent pas du tout ces petites subtilités. Par la faculté, les gens pensent souvent à licence, master ou doctorat, mais ne savent pas vraiment qu'on a des diplômes qu'on peut avoir autrement. Ok, donc diplôme interuniversitaire DIU. C'est ça. Et c'est un truc que tu peux faire juste après un master ou dans n'importe quelle circonstance? Alors, je vais parler uniquement de celui que j'ai fait, que je connais. Je connais pas les autres, mais en tout cas pour le DU de formation des attachés de recherche clinique,
qui s'appelle aussi DU ARC en raccourci. Celui-ci il peut être fait après la licence, après un master, après une thèse. Dans ce DU, en fait, moi j'y enseigne maintenant depuis 5 ans. Je donne des cours et j'ai des profils très 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 différents de mes étudiants. J'ai des gens qui ont un parcours un peu similaire au mien, donc qui ont fait une licence, un master et qui veulent se former au métier d'attaché de recherche clinique. J'ai également des médecins qui veulent en fait se professionnaliser sur de la recherche clinique. Donc ça, ils ne deviennent pas attachés de recherche clinique, mais ça leur permet d'avoir les fondamentaux de la recherche clinique. Et j'ai des profils vraiment de personnes qui sont en pleine reconversion. Donc des gens qui étaient dans le social, des gens qui étaient en chimie, des gens qui étaient en maths. J'ai également eu des juristes. Voilà, la recherche clinique, ça les intéresse, ils se reconvertissent et donc ils effectuent ce DU. Ok, et donc en pratique, c'est quoi un attaché de recherche clinique? Alors, c'est une très très bonne question parce que sous l'appellation d'attaché de recherche clinique, l'acronyme qui est utilisé, c'est ARC. Donc j'ai systématiquement droit à la blague « Où sont tes flèches ?» On la sort assez régulièrement. Il y a 2 types d'attachés de recherche clinique qu'il faut différencier et qui ne font vraiment pas le même métier. Alors, je vais essayer vraiment d'être synthétique, mais n'hésitez pas, si vous comprenez pas ce que j'explique, c'est que je l'aurais mal expliqué. On a donc 2 profils d'attachés de recherche clinique. Un qu'on appelle un attaché de recherche clinique investigateur, parce qu'il est rattaché au médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est quand un médecin, un professionnel de santé va participer à une étude clinique, on va l'appeler investigateur. Alors, il reste un médecin, il ne change pas, mais par contre, il prend l'appellation d'investigateur, ça veut dire qu'il a été formé aux études cliniques. Donc, c'est l'attaché de recherche clinique investigateur. Il est rattaché au médecin. Généralement, le médecin, il travaille soit à l'hôpital, soit dans un cabinet libéral. Et c'est lui, en fait, qui va recruter les patients dans l'étude. Et ensuite, on a un deuxième profil d'ARC qui s'appelle ARC, attaché de recherche clinique, moniteur. Et le moniteur, en fait, il est rattaché au promoteur de l'étude. Le promoteur de l'étude, c'est celui qui va financer l'étude. Donc, pour vraiment bien préciser les missions de chaque ARC, chaque profil, si je reprends l'ARC investigateur, comme il est sur le centre où sont recrutés les patients, il va vraiment venir aider, assister le médecin pour évaluer la faisabilité d'une étude. Est-ce qu'on prend l'étude? Est-ce qu'on peut la faire? Est-ce qu'on a suffisamment de moyens matériels, de moyens humains, s'il faut des infirmières? Il va contrôler toute la partie financement qui va être indiquée par le promoteur. En gros, est-ce qu'on va être suffisamment payé par le promoteur pour faire cette étude? Il va préparer les réunions de mise en place. Donc des réunions de mise en place, c'est on lance l'étude, on réunit tout le monde autour de la table et on dit « Ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Et bien sûr, comme il est avec le médecin, il va être un élément très important donc pour trouver des patients, pour convoquer des patients à inclure, pour expliquer aussi aux patients. Moi, je suis présente en consultation. Il va aider au remplissage et à la correction de cahiers d'observation. Donc en fait, vous avez le dossier médical quand vous allez à l'hôpital, qui est créé, mais quand vous acceptez de participer à une étude clinique, en fait, il faut qu'on prenne certaines informations du dossier médical, avec votre accord, avec votre consentement. Et on fait ce qu'on appelle à côté un cahier d'observation. Et enfin, l'ARC, je vous ai dit, il est à l'hôpital. Il y a plein de monde qui l'entoure. Il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des radiologues, il y a des biologistes. Donc, il fait toute cette petite coordination locale qui est ultra importante pour que tout se passe bien. Donc, si je résume, l'ARC investigateur, c'est un super gestionnaire de projet, un peu. Avec le médecin, ouais, ils essayent que le projet, en tout cas l'étude clinique à laquelle ils ont accepté de participer, se passe le mieux dans l'intérêt et pour la sécurité du patient en première intention, mais aussi pour que le promoteur, finalement, s'il voit que ça se passe bien sur une étude clinique, il va nous proposer
d'autres études cliniques. Avoir des études cliniques, notamment en oncologie, c'est hyper important parce que ça permet pour des patients chez qui on n'a plus de traitement disponible, d'avoir une seconde chance, une alternative thérapeutique dans le cadre de protocoles avec des nouveaux traitements. Je précise juste, donc peut-être rappeler la définition juste d'oncologie pour les auditeurs qui l'ont pas encore le mot. Oui, alors l'oncologie, c'est synonyme de cancérologie. Donc ça va être le traitement des cancers. Et du coup, la subtilité avec le rôle de l'arc moniteur. Oui. Alors, l'arc moniteur, alors pourquoi on dit moniteur c'est parce que on utilise l'anglicisme de monitoring. Et en anglais, monitoring, ça veut dire surveiller. Donc, l'arc moniteur, comme je vous le disais, il est du côté du promoteur. Donc, le promoteur, il faut le voir comme généralement un laboratoire industriel qui met au point un traitement et qui veut voir si ce traitement peut avoir des bénéfices, un intérêt pour les patients dans une pathologie bien précise. On ne teste pas des traitements à tout va. Il y a toujours une réglementation, un protocole qui dit sur quelle pathologie on va expérimenter le médicament. C'est très, très contrôlé. Et donc, cet arc moniteur, qui est rattaché donc au promoteur, celui qui finance l'étude, en fait, lui ne voit absolument jamais les patients. Il ne connaît pas l'identité des patients. Pour lui, ce sont uniquement des numéros d'identification. Et il va venir, en fait, à l'hôpital, s'assurer qu'on respecte bien le protocole de recherche. C'est-à-dire, il va nous rencontrer, le médecin et l'attaché de recherche clinique, et nous demander, voilà, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que les patients que vous avez recrutés, c'est les bons patients? Donc, il vérifie ce qu'on appelle les critères d'éligibilité. Si jamais on a un petit peu ralenti les inclusions, ben, il va nous demander les problèmes. Pourquoi c'est ralenti? Est-ce que lui peut apporter son aide pour stimuler l'activité du centre? Il vérifie aussi que ce qu'on saisit comme données dans les cahiers d'observation, ce soit cohérent. En gros, on n'invente pas des données médicales. C'est-à-dire que tout ce qui va être noté dans ces cahiers d'observation et qui va être analysé de manière statistique derrière, ce ne soit pas des données imaginaires issues du médecin ou de l'attaché de recherche clinique. C'est vraiment des vraies données de santé, donc qui apparaissent aussi dans le dossier médical. Et c'est vraiment le contact de référence de l'étude. C'est-à-dire que l'attaché de recherche clinique investigateur qui est sur centre, il va faire le lien entre les difficultés rencontrées par le médecin ou éventuellement par les patients, s'il y a des effets secondaires sur les traitements qui sont expérimentés, et il va en parler de manière très très rapide. Généralement, le terme qui est utilisé, c'est sans délai, c'est-à-dire que immédiatement, dès qu'on a connaissance d'une problématique, quelle qu'elle soit, qui peut éventuellement mettre en péril la sécurité d'un patient ou de plusieurs patients dans une étude clinique, sans délai, on contacte donc l'arc moniteur. Ok. Et toi, tu es plutôt moniteur ou investigateur du coup? Alors moi, j'ai toujours été investigateur. J'ai toujours travaillé du côté des médecins. C'est une motivation qui m'est propre. Déjà, il faut savoir que l'arc moniteur, comme il se déplace entre les hôpitaux, entre les cabinets des médecins, en fait, son rythme, c'est un peu le rythme d'un commercial. Il y a énormément de déplacements. C'est minimum 2 à 3 déplacements par semaine. Les arcs moniteurs, ils peuvent être régionalisés, c'est-à-dire juste circuler au niveau d'une seule région ou d'un seul département. Mais majoritairement, ils ont quand même des déplacements qui peuvent aller beaucoup plus loin. Donc, il y a les temps de déplacement, les temps de trajet. Donc, ça peut aller jusqu'à l'international. Par rapport à, je dirais, à mon mode de vie et puis ma vie personnelle, ça convenait pas tous ces déplacements. Et même par rapport à mon appétence de rencontrer les gens, l'arc moniteur, il rencontre du monde, mais pas autant que l'arc investigateur. Et j'imagine que c'est moins proche aussi, c'est plus la représentation de l'étude clinique et
dialogue ponctuel, alors que l'investigateur, il est plus dans le suivi des mêmes personnes, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'avais aussi, moi, un petit souci sur l'identification des patients, parce que quand on est ARC moniteur, on lit beaucoup de dossiers médicaux, et je pense notamment à la cancérologie, où c'est des dossiers médicaux parfois compliqués, parce qu'il y a des hauts et des bas, le traitement parfois il fonctionne pas, les résultats de scanner sont pas bons. Pour l'ARC moniteur, il peut pas mettre de nom, d'identité, de parcours de vie, d'échange avec les patients. Et donc, ça a une approche un petit peu peut-être plus froide. Et moi, ce qui me plaît justement dans le métier d'attaché de recherche clinique investigateur, c'est que je vais rencontrer régulièrement les patients, je vais voir l'évolution. On est là aussi un petit peu comme soutien. Ils partagent énormément de choses avec nous. Donc moi, c'est vraiment cette interface qui m'intéresse le plus dans le métier d'attaché de recherche clinique côté investigateur. Ok, Alexa avait une question. Oui, alors déjà c'est super intéressant. Et ensuite, oui, moi je me demandais, tu parlais tout à l'heure du fait que tu monitores en fait par exemple des nouveaux essais cliniques qui n'ont jamais été testés pour certaines pathologies. Est-ce que tu pourrais rappeler pour nos auditeurs, j'imagine qu'elles ont d'abord été testées chez l'animal avant, qu'est-ce qui se passe en fait avant qu'on passe à la partie où on teste sur des gens? Eh ben, on va tout de suite y venir, je pense. Ah ben, très bien, j'ai pas eu mon conducteur, voilà. On va l'expliquer, mais il y avait encore une question dans la chatroom de Barenzia qui demandait s'il y avait plus de reconversion pour cette formation depuis la Covid, et si c'était un métier qui avait le vent en poupe depuis. Alors, pour la question sur s'il y a plus de reconversion pour la formation depuis la Covid, ce serait difficile de répondre. Alors, je le disais, j'enseigne moi dans le DU de formation des attachés de recherche clinique. On a un quota qui est limité parce que il y a une sélection des dossiers. On a beaucoup de demandes et on est obligé de limiter le nombre. Donc, je pourrais pas dire au côté universitaire, côté public, sur les formations, en tout cas universitaires, s'il y a plus de demandes. Il faut savoir qu'il existe aussi des formations qui sont faites par des entreprises privées qui ont tout à fait la même équivalence qu'une formation d'attaché de recherche clinique universitaire. Hein. C'est tout à fait reconnu. Souvent, c'est plus rapide. Ça dure pas une année universitaire, donc c'est pour des personnes qui veulent se reconvertir, c'est un petit peu plus engageant d'avoir une formation qui va durer 2 ou 3 mois versus une formation qui va s'étendre d'octobre à mai. Donc, je pourrais pas forcément mentionner C'est le même contenu, mais en condensé, quoi. Comme quand tu passes ton permis en 2 semaines intensives. C'est un petit peu ça l'idée. Okay. Mais c'est tout à fait reconnu. Je crois qu'il y avait une deuxième partie sur la question. Est-ce qu'il y a plus de reconversion depuis le Covid? Donc, oui, c'est un petit peu difficile à dire. Par contre, c'est un métier clairement qui a le vent en poupe. On sera jamais au chômage. C'est certain. Les études cliniques, il y en a des centaines, des milliers qui sortent chaque année. C'est multipathologie. Alors j'ai beaucoup mentionné la cancérologie parce que plus des 3/4 des études cliniques aujourd'hui qui sont faites sont réalisées dans les services de cancérologie, parce que les traitements aujourd'hui qu'on a ne sont pas suffisamment efficaces pour les patients. Ils ne sont pas suffisamment ciblés pour les patients. C'est important de continuer la recherche, mais on a également de la recherche en ophtalmologie, en rhumatologie, on a de la recherche en pneumologie. Donc voilà, il n'y a pas d'arc chômeur. Toutes les pathologies potentiellement du corps sont testées en études cliniques. Complètement. Et aujourd'hui, moi, ce que je fais avec mon métier d'attaché recherche clinique à la faculté de médecine, c'est du soin primaire. Donc on est encore sur le volet avant la pathologie, c'est-à-dire la prévention. Ok. Tu vas peut-être nous réexpliquer un peu tous ces domaines, parce qu'on va vraiment passer au cœur de l'épisode du coup maintenant, pour que tu nous expliques un peu c'est quoi exactement la recherche clinique. Alors est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que c'est la recherche clinique, qu'est-ce que ça couvre exactement comme champ disciplinaire, voilà, si tu as en quelques mots une définition à nous partager. Alors vraiment dans les grandes lignes, il faut retenir que la recherche clinique, c'est tout simplement
tout type de recherche qui est faite, qui est réalisée sur l'homme. En fait, on parle de recherche alors clinique, ce qui est fait sur l'homme, et de préclinique, donc avant l'homme, c'est quand on fait de la recherche où on utilise notamment des animaux en laboratoire. Donc c'est des modèles animaux qui vont venir mimer des pathologies humaines. Donc ça peut être des souris, ça peut être des rats. C'est ce qu'on appelle les modèles murins qui sont plus couramment utilisés, donc souris et rats. Et avant de faire justement la recherche préclinique sur les animaux, en fait, ça part de la recherche fondamentale. Donc c'est vraiment de la recherche en laboratoire, ce que vous pouvez avoir en tête, où on est derrière un microscope, on est avec les pipettes, on est avec les boîtes de pétri, on utilise différents procédés chimiques, on utilise ce qu'on appelle aussi de l'immunologie, de l'histochimie. Voilà, c'est la recherche fondamentale. Donc, pour résumer ce que je viens de dire dans l'ordre, on part d'une molécule qui est trouvée, en tout cas qui est décelée dans le cadre de la recherche fondamentale, où on pense qu'elle peut avoir des propriétés thérapeutiques. Cette molécule, elle va ensuite être testée sur des modèles animaux. Donc là, on parle de recherche préclinique. Et une fois qu'elle passe toutes ces étapes, et il y a pas mal de niveaux de sécurité, on arrive sur de la recherche clinique sur l'homme. Et bien évidemment, on commence pas tout de suite sur des milliers de personnes. On part sur quelques dizaines de personnes. C'est très encadré, c'est la phase précoce. C'est la phase précoce des études cliniques. C'est vraiment la petite transition, il faut la voir, entre le moment où on passe du modèle animal au premier test chez l'homme. Donc tous les hôpitaux ne sont pas forcément n'ont pas forcément de certificat, enfin en tout cas ne sont pas agrémentés pour faire de la recherche clinique en phase précoce, parce que ça demande un service disponible 24 heures sur 24, un chariot d'urgence. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui doivent être présents pour garantir la sécurité des premiers tests chez les patients. À l'époque en cours, il nous disait que entre la découverte d'une molécule et puis son test sur l'humain, en recherche clinique, il pouvait s'écouler des fois 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'on est dans ces ordres de grandeur-là ? Complètement en dessous de 10 ans, en tout cas sur les dernières études cliniques, on est sur une moyenne de 15 ans. Ok. À savoir que la recherche clinique, ça coûte très très cher, parce que déjà ça s'étale sur une durée assez longue. Il y a plusieurs étapes et c'est vrai qu'en moyenne, voilà, en dessous de 15 ans, c'est vraiment que les planètes se sont très très bien alignées, qu'il n'y ait pas eu du tout de couac, que les résultats statistiques soient sortis à temps pour qu'on puisse passer chaque fois à l'étape suivante. Ok. Alors tu le disais un peu tout à l'heure, mais la recherche clinique, ça s'applique à toutes les pathologies possibles et du coup avec toutes les disciplines possibles. Mais un élément clé, c'est que pour faire de la recherche clinique du coup sur des humains, il faut des humains. Ouais. Alors comment ça se passe ça Comment ça se passe pour trouver des humains qu'on inclut dans une recherche clinique ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir la recherche clinique qui va se passer sur qui va traiter des pathologies, donc directement des personnes qui sont malades, qui ont une pathologie qui a été diagnostiquée. C'est important, je le précise, le terme de diagnostiquer, parce que c'est toujours un médecin qui vérifie, qui met un diagnostic sur une pathologie. Donc, généralement, ce type d'étude clinique, quand il y a une pathologie qui est prise en charge dans le cadre d'une étude clinique, ça se passe à l'hôpital. Mais il existe aussi la recherche clinique sur des volontaires sains. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas de pathologie diagnostiquée. C'est ce que vous pouvez avoir, par exemple, sur des programmes de recherche sur les allergies. Peut-être vous avez déjà vu passer des annonces, on recherche des volontaires qui sont allergiques aux poils de chat ou qui sont allergiques à la poussière. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas de pathologie déclarée, vous avez une allergie, rien de grave. Et là, on parle justement de recherche clinique sur des volontaires sains. Mais que ce soit des personnes malades ou des volontaires sains, systématiquement,
on demande le consentement, il faut le consentement de la personne. C'est ultra important, on ne fait jamais rien sans le consentement de la personne. Et du coup, le consentement, ça se fait en amont comme contrat signé, etc. Et c'est très formel. Alors, formel, on essaye d'avoir quand même des échanges, des échanges sympas, forcément avec les patients. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit fait dans le cadre d'une consultation, donc avec un médecin qui a été formé à l'étude. Quand je dis formé à l'étude, c'est qu'il est en capacité d'expliquer l'étude. Et expliquer l'étude, c'est pas avec des termes techniques trop compliqués. C'est de manière simple, de manière compréhensible, pour que le patient il puisse tout savoir de ce qui va lui arriver s'il participe à l'étude, qu'il puisse comprendre aussi qu'il a des alternatives s'il ne souhaite pas participer à l'étude, qu'il puisse comprendre les effets secondaires, parce que dans une étude, avec un traitement expérimental, on a une liste aussi d'effets secondaires, donc qu'il les ait entendus, qui permet aussi pour lui d'avoir cette balance bénéfice-risque. Et il faut surtout laisser ce qu'on appelle un délai de réflexion suffisant. C'est-à-dire qu'à l'issue de la consultation, lorsque le patient il a pu poser toutes les questions, qu'il y avait des points qui n'étaient pas clairs, on remet des documents écrits, tout est récapitulé, tout est expliqué, et le patient peut prendre le temps qu'il souhaite. Le délai de réflexion, ça peut être 1 minute, il peut signer pendant la consultation, ça peut être 1 semaine, comme ça peut être 1 mois. Okay. Donc oui, le consentement, c'est une étape qui est nécessaire, qui est obligatoire. Sans consentement, on n'inclut pas de patient dans une étude clinique. Et lorsque le patient va signer le consentement, on lui indique qu'à tout moment, il peut retirer son consentement. C'est une notion qui est extrêmement importante parce que on a souvent des patients qui nous disent « Mon Dieu, là, je vais signer, mais c'est comme le contrat de mariage, hein, je peux plus faire marche arrière. » On leur dit écoutez, là, vous signez aujourd'hui parce que vous êtes d'accord de participer de manière libre, de manière volontaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre famille qui met la pression, vous le faites pas pour faire plaisir à votre médecin. C'est pas ah ouais, le médecin il est sympa, il me propose une étude. Ah, moi j'ai pas envie de lui dire non parce que sinon il va pas être content ou il va moins bien me prendre en charge. Donc vraiment c'est de manière libre, de manière volontaire. Et l'autre terme c'est éclairé, c'est-à-dire comme je le disais avant, en fait le patient il a compris, il n'est pas dans le flou, il n'est pas en train de se dire non mais là je sais pas ce qu'ils font les médecins avec ma santé, ils veulent me mettre dans une étude, mais c'est pas dans mon intérêt, mais je comprends pas ce qu'ils veulent faire, et puis à quoi ça va servir, et puis à qui ça va servir. Donc, le consentement, on le signe, mais si on change d'avis la minute qui suit, ou si on change d'avis à n'importe quel moment, en fait, il faut tout simplement que la personne indique au médecin, écoutez, là, moi, je suis plus d'accord de participer à l'étude, je souhaite retirer mon consentement, et la prise en charge médicale, elle va s'effectuer de manière tout à fait standard, hors études cliniques. Ça n'a aucun impact sur sa prise en charge. Il y a Thibaut qui pose une question assez intéressante dans le chat. Lorsque un traitement est innovant ou récent, il faut effectivement bien vulgariser l'effet du traitement et j'imagine son fonctionnement pour obtenir l'accord du patient. Et du coup, qui c'est qui s'occupe de cette partie de vulgarisation? Et je rajoute une question subsidiaire, comment on s'assure que le patient il a vraiment compris? Alors, c'est une très bonne question. Pour y répondre, alors, il faut en premier lieu que l'étude soit proposée par un médecin. C'est pas une infirmière, c'est pas une secrétaire, c'est pas non plus l'attaché de recherche clinique qui va proposer l'étude, c'est vraiment la responsabilité du médecin. Je vous rappelle donc l'investigateur, le médecin formé à l'étude, qui propose l'étude. Attention, il propose pas non plus l'étude un petit peu comme ça, de manière aléatoire. Il a déjà vérifié avant dans le dossier médical du patient qu'il connaît bien, qu'il suit aussi depuis longtemps, c'est un de ses patients, qu'une grande partie des critères d'inclusion est remplie. Parce que l'idée, c'est pas de proposer l'étude, le patient il dit oui, puis après on dit ah ben non en fait on avait manqué un critère d'inclusion, ce sera pas possible. Donc c'est vraiment au médecin de faire la proposition au patient de participer à une étude, charge à lui de tenir des propos qui soient suffisamment clairs, qui soient simples, qui soient pas trop techniques, sans jargon médical, pour que le patient
comprennent, en tout cas, qu'ils puissent s'engager de manière, comme je le disais avant, éclairée. Ce qui est important aussi au niveau du rôle de l'attaché de recherche clinique, c'est que tout au long de l'étude, on va reprendre avec le patient souvent les étapes. On va reprendre les informations qui ont été données initialement. Il faut un petit peu vous imaginer, et je reprends l'exemple de la cancérologie, c'est qu'on a beaucoup d'études cliniques en fait où les patients leur proposent une étude, de participer à une étude, quasiment parfois en même temps que la consultation d'annonce de diagnostic. Alors je précise, c'est quoi la consultation d'annonce de diagnostic? C'est quand un patient revient par exemple avec un résultat de biopsie, un résultat de scanner, et qu'on diagnostique un cancer. Donc vous avez un impact psychologique qui est extrêmement important sur le patient, qui parfois est accompagné aussi de ses proches. Donc il y a une annonce du diagnostic qui peut être vécue de manière très violente. On a des patients qui font parfois une espèce totalement de blackout, c'est-à-dire qu'à partir de l'annonce du diagnostic, ils n'entendent plus rien. La consultation se termine à ce moment-là, même si elle continue après parce qu'il faut parler des traitements. Parfois, on est aussi dans l'urgence parce qu'il y a des métastases, donc il faut agir, il faut se décider. Et donc souvent, on a des consultations qui sont à la fois annonce de diagnostic, proposition de recherche clinique, et ça fait beaucoup d'informations. Trop d'informations, c'est certain. Moi, j'en suis absolument convaincue pour avoir suivi un bon nombre de consultations. Donc, c'est nécessaire que quand le patient nous dit OK, moi, je participe à l'étude, je donne mon consentement, je le revois la fois suivante ou même je lui passe un coup de fil 2-3 jours après pour revoir avec lui les rendez-vous, comment ça va se passer dans l'étude. Je reprécise en fait les grandes lignes de l'étude. Je lui demande s'il a des questions. Je reprends avec lui le document écrit. On essaye de reprendre, parfois il y a des schémas aussi, on s'appuie sur les schémas, et finalement c'est la répétition qui va être salvatrice, qui va être aidante pour le patient. Il va comprendre au fur et à mesure, il va poser des questions qu'il n'avait pas au départ, et c'est peut-être un petit peu de cette manière, par la répétition, mais qui pour moi elle est très importante. On va aussi avoir un petit peu, je dirais, une approche de confiance, et puis une approche de compréhension la plus juste pour le patient. Donc c'est à la fois le médecin et l'attaché de recherche clinique qui doivent se mettre dans la peau du vulgarisateur dans le cadre de ces études-là. On essaye, on fait au mieux. On demande toujours au patient s'il a des questions. Après, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est la réalité du terrain. À l'hôpital, les consultations s'enchaînent très vite. Les patients souvent arrivent et nous disent « Ouais, je veux pas prendre trop de temps au médecin. Il a déjà 1 heure de retard, il me prend. » Donc, il y a beaucoup de facteurs aussi qui font que le patient, il va pas oser poser des questions. Il va pas vouloir déranger. Il va pas vouloir gêner les professionnels de santé. La secrétaire, elle est au téléphone, elle donne les rendez-vous. Voilà, c'est souvent la dernière personne qui voit avant de rentrer à domicile. Donc, voilà, il veut pas gêner. Et donc, nous, on donne, en tant qu'attaché de recherche clinique, moi, je le fais, mes coordonnées téléphoniques professionnelles, et je leur dis, n'hésitez pas, vous m'appelez. S'il y a un doute, si ça peut être un appel de 3-4 minutes pour clarifier un point, comme un appel plus long, on est là pour ça. Ok. Alexa, tu avais encore une question? Oui, alors moi j'ai participé à des essais, tu vois, des trucs de magnétique transcrânienne, enfin des trucs pas liés à une pathologie mais plus comme sujet, et j'étais toujours frustrée qu'on me donne pas les résultats, et ce qui me semble que c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, et est-ce que ça t'arrive que des gens les demandent et qu'on puisse les donner dans certains cas précis? Alors, les résultats, ce qu'il faut savoir, et Léa l'a souligné avant, c'est qu'une étude clinique, c'est très long. C'est-à-dire entre le moment où tu vas participer à une étude clinique, où on va recruter le nombre de sujets, de patients nécessaires pour pouvoir en sortir une analyse statistique, parce qu'on ne fait pas des statistiques avec 1 ou 2 personnes. On parle d'analyse statistiquement significative, ça veut dire clairement que c'est pas juste un petit effet qu'on constate, c'est plutôt vraiment une tendance qui peut être statistiquement vraiment significative, au sens elle démontre quelque chose. Donc toi tu vas participer à une étude,
Tu peux être là dans les premiers patients inclus comme dans les derniers. Une fois qu'on inclut le dernier patient, il se passe généralement au minimum 6 mois à 1 an pour faire cette analyse statistique. Alors, dépendamment du protocole, dépendamment du nombre de données à récupérer, ça peut prendre parfois jusqu'à 2 ans. C'est pour ça que je disais avant, le cas la durée des 10 ans, c'est vraiment quand tout se passe bien. C'est que tu récupères les données à temps, c'est que tu as toutes les données aussi. Je parle de toutes les données parce que on a beaucoup d'études cliniques qui sont obligées d'être arrêtées de manière assez précoce, assez rapidement parce qu'on n'arrive pas à recruter assez de patients. C'est-à-dire qu'une étude clinique, elle a toujours un premier jour et un dernier jour. Si ton étude clinique, elle dure 2 ans, tu dois inclure 200 patients et qu'à la fin des 2 ans, tu n'en as inclus que 50, en fait, il te faut des sous. Significatif, ouais, c'est ça. Même si c'est pas significatif, t'en feras rien parce qu'en fait, il te faut des sous si tu veux continuer à inclure. Généralement, t'as pas de budget, t'as pas de financement. Donc ça va s'arrêter. Clairement, ça s'arrête. Et avec tes 50 patients, ça va te coûter plus cher de faire une analyse où tu pourras rien sortir. Donc ça, c'est un petit peu la problématique. Et vraiment, pour répondre à ta question, tu peux tout à fait avoir les résultats d'une étude. Ça n'a rien de confidentiel parce que les résultats des études cliniques, elles sont publiées. Elles sont publiées dans des revues scientifiques. Tu les retrouves alors très souvent en anglais. Peut-être pas le plus simple pour comprendre, mais les résultats, ils sont tout à fait accessibles. Après, c'est le délai. Voilà, souvent ça arrive 2-3 ans après ta participation. Donc c'est un peu compliqué. Mais je te donne aussi un exemple, c'est qu'on peut avoir des études cliniques, ce qu'on appelle du double aveugle. Le double aveugle, c'est une méthode d'étude clinique où en fait, ni le médecin ni le patient ne sait le traitement qu'il reçoit. Alors dit comme ça paraît peut-être un peu abrupt et vous vous dites, mon Dieu, c'est quoi ces études cliniques? En fait, c'est hyper important parce que ça limite les biais et il n'y a pas de perte de chance pour le patient. Et on a une étude clinique aujourd'hui où c'est du double aveugle et à la fin de l'étude, en fait, on peut faire une levée d'aveugle. C'est-à-dire, on dit au patient, vous étiez dans tel groupe. Vous étiez le placebo ou vous étiez, par exemple... le contrôle ou l'expérimental, groupe placebo ou groupe expérimental. Et ça peut se faire dès la fin de l'étude. D'accord. Voilà. Donc à un moment donné, il y a une levée quand même, il peut y avoir une levée d'aveugle. Il peut y avoir une levée d'aveugle, c'est souvent sur des études cliniques avec des volontaires sains. Quand ce sont des études cliniques sur des pathologies, généralement, il y a un suivi des patients qui se fait même après la fin de leur participation, parce qu'on regarde tout simplement, par exemple, la survie à 5 ans, la survie à 10 ans. Donc, on ne peut pas faire de levée d'aveugle, sauf s'il y a un risque pour la santé du patient. Donc, il y a toujours des clauses, des conditions qui permettent de dire, OK, là, dans ce cas-là, c'est dans l'intérêt du patient. On lève l'aveugle, on lui dit ce qu'il avait reçu. Mais sinon, non, il n'y a pas forcément de levée d'aveugle systématique. Je pense qu'on va revenir un peu plus tard dans l'épisode sur tous ces aspects de aveugle ou pas dans certaines pathologies, parce que ça peut aussi poser des problèmes éthiques un peu, le fait de recevoir un traitement ou un non-traitement alors qu'on est malade. Mais on en reparlera tout à l'heure si tu veux bien. Je voudrais juste revenir sur la définition de la recherche clinique, donc tu l'as donnée. Est-ce qu'il y a différentes catégories un peu de recherche clinique, des grands courants de recherche clinique, j'ai envie de dire? Alors, on a différents en effet types de recherche clinique. Quand on va étudier un médicament, donc une nouvelle molécule par exemple, ou un dispositif médical. Alors les dispositifs médicaux, c'est par exemple des pacemakers qui peuvent être mis en place par chirurgie. Ça peut être une prothèse, c'est aussi un dispositif médical, ou par exemple un pansement. Un pansement avec des nouvelles propriétés. Par exemple, le pansement, il va avoir un effet réparateur qui va être plus rapide ou un effet qui va limiter, par exemple, la douleur, etc. Donc ça, généralement, c'est des études cliniques qu'on dit interventionnelles parce qu'on fait une intervention sur le patient avec un traitement médicamenteux ou avec un dispositif médical. Donc c'est par exemple le type d'étude qui est majoritaire à l'hôpital. Et puis on a aussi des études, par exemple, qui sont dites rétrospectives. Rétrospectives, c'est parce qu'en fait, on va venir récupérer des données de patients, donc des patients qui ont déjà été traités, on va analyser ces données.
c'est par exemple le cas de cohortes de patients. Imaginons des femmes qui ont eu un cancer du sein et puis on veut analyser les facteurs de risque, ce qu'il y a eu dans leurs habitudes de vie, dans leur profession, dans leurs antécédents médicaux, par exemple aussi au niveau génétique. En fait, on peut faire ce qu'on appelle donc des études rétrospectives et à ce moment-là, en fait, toutes les données, on demande bien sûr le consentement toujours des patients. Donc, ils vont pas tester de nouveaux traitements, de nouveaux dispositifs médicaux. En fait, on vient juste leur demander leur consentement pour récupérer des données médicales dans leur dossier médical. Ok. Et du coup, j'imagine que une recherche clinique de ce type-là, quand vous récupérez des données de patients, on n'a pas forcément besoin d'avoir les patients directement à l'hôpital tout le temps. En fait, il y a celles où les gens sont obligés de venir chez vous, qui sont beaucoup plus contraignantes du coup, et celles où ils doivent juste donner leur consentement et ensuite vous analysez des données passées. Tout à fait. Pour les données, les recherches cliniques qui sont dites rétrospectives, c'est des données en fait qui ont déjà été collectées. Donc on va rien tester sur les patients. C'est vraiment juste la récupération de données. Alors je dis juste parce que comme tu l'indiquais, il y a le côté contraignant d'études interventionnelles où à ce moment-là, une étude clinique a ce qu'on appelle un calendrier de visite, un calendrier d'examen. Donc bien évidemment, quand on va inclure des patients dans une étude clinique interventionnelle avec un médicament, avec un dispositif médical, on va leur présenter le calendrier. C'est-à-dire, on va leur dire, ben voilà, il faudra venir à telle visite, faire des scanners à telle visite, des prises de sang, etc. Et c'est aussi là où se place réellement le dialogue avec le patient, parce qu'on peut avoir des patients qui habitent loin du centre hospitalier. Des patients qui nous disent, en fait, moi je mets 3 heures, 4 heures pour venir. En plus, si vous me dites le matin, j'ai un rendez-vous à 8 heures, ça veut dire bouchon, ça veut dire que je pars de chez moi à 5 heures du matin. C'est stressant, je dors pas la nuit, j'arrive, je suis fatiguée. Et en plus, j'ai des examens, j'ai des prises de sang, j'ai la consultation. Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux pas pour ces patients, dans leur intérêt, pour leur quiétude aussi, leur qualité de vie, leur confort, leur dire, écoutez, c'est peut-être pas si bonne idée de participer à une étude clinique où même si ça peut avoir une pertinence thérapeutique pour vous, in fine, ça va quand même vous engager sur des rendez-vous qui vont être vécus, qui vont être subis, et ces contraintes aussi de déplacement. Ok. Tout à l'heure, tu disais que toi, tu étais plutôt dans le soin primaire, le soin premier. Enfin, est-ce que tu peux préciser un peu, du coup, qu'est-ce que c'est exactement que le soin primaire? Tu parlais de prévention. Et c'est quoi la particularité d'une étude clinique préventive plutôt qu'une étude clinique, alors je sais pas comment vous appelez ça, mais interventionnelle ou... Alors, moi, je l'ai découvert très récemment, la recherche clinique en soins primaires, pour être tout à fait honnête. Je l'ai découvert il y a 2 ans. Pourtant, j'étais déjà dans le domaine de la recherche clinique depuis plusieurs années. On me l'avait jamais mentionné pendant mes enseignements, même au niveau des recherches que j'avais faites sur la recherche clinique quand je réalisais mes enseignements pour les étudiants avec toujours un peu des actualités. Je connaissais pas la recherche clinique en soins primaires. Le soin primaire, en fait, on entend aussi parfois le mot de soin premier, mais c'est plutôt la traduction de primary care. En anglais, on l'a francisé en soins primaires. Ça a une histoire assez récente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche clinique en soins primaires, c'est la recherche clinique qui est faite tout simplement par les médecins généralistes dans leur cabinet. Donc, c'est-à-dire votre médecin traitant, il peut tout à fait faire de la recherche clinique en soins primaires. Alors, je parlais d'histoire récente, c'est parce que en fait, on en parlait déjà aux États-Unis, en Amérique du Nord dans les années 60, mais finalement chez nous, c'est sorti assez récemment en 2009 avec une loi que vous connaissez peut-être, c'est la loi Hôpital Patient Santé Territoire, HPST, pour faire court. Et en 2009, cette loi, en fait, elle met l'accent vraiment sur le médecin généraliste comme médecin de premier recours. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous arrive, filez pas tout de suite aux urgences de l'hôpital, allez d'abord voir votre médecin généraliste. Donc finalement, la recherche dans le domaine ambulatoire, alors elle est très récente. Ambulatoire, je précise,
c'est quand vous ne restez pas hospitalisé. C'est un peu ça l'idée. Ambulatoire, vous pouvez arriver, ça peut être chez votre médecin généraliste, vous arrivez en consultation, vous repartez après la consultation. On a aussi de l'ambulatoire à l'hôpital quand vous recevez un traitement, par exemple, qui dure que quelques heures. Donc, vous dormez pas à l'hôpital, vous n'êtes pas hospitalisé. Donc, cette recherche finalement ambulatoire, elle est peu connue, elle est en cours de structuration. Ça s'explique par plein de facteurs, notamment le fait qu'on entende et que la majorité en fait de la recherche clinique, elle s'effectue à l'hôpital par des laboratoires industriels sur des molécules innovantes. En fait, quand on entend recherche clinique, on se dit ça va être un traitement révolutionnaire, c'est un traitement expérimental, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est innovant et qui se fait sur une maladie. Donc majoritairement à l'hôpital. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les patients à l'hôpital, ils ne sont pas représentatifs de la majorité des patients de la population générale. C'est une petite partie des personnes malades qui se retrouvent hospitalisées. Et l'autre chose, pourquoi la recherche clinique en soins primaires, elle est pas très connue, c'est que finalement, que ce soit le diplôme dont je parlais juste avant, le DU de formation des attachés de recherche clinique, ou des filières de master ou de doctorat en recherche, c'est très peu connu en fait des internes de médecine générale. C'est-à-dire que quand vous êtes étudiant en médecine, vous faites votre cursus d'étudiant en médecine, mais toutes les filières de recherche qui pourraient se greffer, vous les connaissez pas trop parce qu'il y a déjà énormément de services, des stages, des externats, des internats, tout ça à faire. Donc c'est complexe. Et en plus, quand vous êtes jeune médecin, vous arrivez dans votre cabinet, à la recherche clinique, faut être formé. Donc, si vous n'avez pas fait de formation, c'est compliqué de mettre un pied à l'étrier. Et puis, le médecin généraliste, il faut aussi se l'imaginer, il est seul dans son cabinet. Il n'est pas comme à l'hôpital, entouré de professionnels, notamment des attachés de recherche clinique. Aujourd'hui, les médecins généralistes n'ont pas d'attachés de recherche clinique à côté de leur bureau ou dans leur cabinet. Ce serait trop beau. Mais voilà, il faut aussi voir que la logistique pour faire de la recherche clinique, elle est assez lourde. Elle demande notamment ce binôme médecin attaché de recherche clinique et qu'aujourd'hui, en médecine générale, clairement, les attachés de recherche clinique, ils ne peuvent pas être présents avec tous les médecins généralistes. Ok. Et sur le déroulé, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un protocole. Comment on fixe ce protocole? Est-ce qu'il y a des grandes règles ou est-ce que c'est vraiment un peu du sur-mesure en fonction du sujet, ou est-ce qu'il y a des règles qui reviennent en général dans les études cliniques? Est-ce que vous commencez tout de suite en vous disant pour ce truc il nous faut 800 patients, ou est-ce que vous y allez petit à petit? Alors, c'est très réglementé. Il y a des procédures extrêmement strictes. Pour répondre à ta question sur le nombre de patients nécessaires, on s'appuie sur des méthodologies. C'est-à-dire que, grosso modo, comment ça se passe pour une étude clinique en soins primaires? Généralement, c'est un ou plusieurs médecins, ils ont une idée de thématique. Ils veulent faire de la recherche sur une thématique. Ils se posent une question de recherche. Ils veulent l'évaluer. Et ils se demandent quels critères ils peuvent utiliser, sur quelle pathologie, etc. Ou sur de la non-pathologie, sur de la prévention, c'est variable. Donc voilà, il y a un petit regroupement de médecins. Autour de ces médecins, on met généralement des professionnels de la recherche clinique, des attachés de recherche clinique pour justement avoir cette expertise du terrain, de savoir comment ça se passe, des chefs de projet qui vont s'enquérir aussi de faire tout ce qu'on appelle le rationnel de l'étude, c'est-à-dire la justification de l'étude. Je le disais tout au début, on ne fait pas une étude pour chercher comme ça parce qu'on se réveille un matin et on a envie de chercher. Non, il faut vraiment qu'il y ait derrière un réel intérêt pour les patients, à la fois ceux qui sont inclus dans l'étude, mais aussi les patients pour qui il va avoir justement ces résultats et qui vont être, dupliqués, en tout cas mis en place dans la réalité pour tous les patients qui ne font pas partie d'une étude clinique. Et on a donc un méthodologiste. C'est-à-dire que quand on lui rend le papier avec tout la question qu'on se pose, l'objectif de l'étude, les critères de jugement, etc.,
En fait, le méthodologiste, il va nous dire, OK, vous voulez recruter vos patients, il va vous en falloir tant et tant. Il faut que l'étude ensuite, si vous voulez la faire pendant 2 ans, il faut inclure tant et tant de patients, etc. Vraiment pour bien répondre à ta question, le nombre de patients nécessaires dans une étude clinique, il se définit dès la rédaction du protocole, tout de suite avec le méthodologiste. Ok, donc on inclut ces patients, on mesure les résultats et du coup, si on teste un médicament, ensuite, on valide ou non l'effet du médicament. Alors, c'est un bon raccourci, mais c'est un petit peu ça l'idée. Donc on inclut le nombre suffisant de patients. Il y a des analyses qui sont toujours faites de manière intermédiaire. C'est-à-dire que si une étude, elle dure 2 ou 3 ans pour recruter les patients, on n'attend pas les 3 ans pour mesurer les effets. Je dis ça parce qu'on a déjà eu des études cliniques qui ont démarré. Et dans les 6 premiers mois, en fait, le promoteur a fait ce qu'on appelle une analyse intermédiaire, c'est-à-dire que il y avait 600 patients à inclure, les 6 premiers mois, on en a inclus 100. Il a pris toutes les données des 100 premiers patients, il les a analysées, alors tout en continuant pour nous à inclure d'autres patients. Et en fait, le retour qu'il nous a fait, il nous a dit, en fait, il n'y a pas de bénéfice pour les patients dans le groupe expérimental. Donc, comme il n'y a pas de bénéfice sur les 100 premiers patients, avec son méthodologiste, il a estimé qu'il n'y aurait certainement pas de bénéfice pour les 500 patients suivants. Donc, plutôt que de perdre du temps, de l'argent aussi, parce que chaque jour de recherche clinique coûte cher, ça peut monter jusqu'à $1 million une journée d'études cliniques par jour. Ah ouais. Par jour, parce qu'en fait, tu peux avoir des hôpitaux dans le monde entier. Plus tu veux recruter de patients, plus il va falloir ouvrir des centres, donc former des médecins. C'est un vrai coût. Et quand vous participez à une étude clinique, vous êtes assuré par l'assureur du promoteur, par l'assurance du promoteur. Donc, si vous arrive quoi que ce soit, c'est l'assurance du promoteur qui prend en charge vos frais. Et donc ça a aussi un coût. Il y a beaucoup de coûts dans une étude clinique, mais les grosses études cliniques, il n'est pas rare pour les laboratoires industriels de payer par jour d'études cliniques $1 million. C'est le coût. Oui, donc il vaut mieux se rendre compte au début si l'effet n'est pas fou. il vaut mieux arrêter d'investir de l'argent dedans. Ouais. Donc c'est dans l'intérêt, le promoteur il voit son intérêt, mais c'est aussi dans l'intérêt bien sûr des patients, parce que ça sert à rien de tester quelque chose si on voit pas sur les 100 premiers patients, les 200 premiers patients des bénéfices. C'est encore une fois pour la sécurité aussi des patients. Donc, pour répondre à ta question, donc on inclut ces patients, on fait différentes analyses au fur et à mesure que l'étude se passe. L'étude, il faut la voir, elle a ses hauts et ses bas. C'est comme la vie d'une personne. Il y a des périodes où on recrute, des périodes où on ne recrute pas. Il y a des effets secondaires qui sortent. Enfin, voilà, on est un petit peu dans le bateau de l'étude. Et puis parfois, il y a des tempêtes. Parfois, c'est calme. Donc, mais ça, c'est aussi très intéressant de suivre la vie d'une étude. Et donc ensuite, on sort les résultats. Et pour qu'un médicament puisse se retrouver donc à la pharmacie, pour vous puissiez aller chez votre pharmacien, il faut que ce médicament, qui était initialement une molécule expérimentale, en fait, il obtienne ce qu'on appelle l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est chaque pays qui décide avec les résultats d'une étude clinique si les résultats ils sont concluants, si le médicament il peut recevoir cette autorisation de mise sur le marché et donc d'être disponible en pharmacie. Par contre, si le médicament il démontre pas son efficacité, il va pas être commercialisé et accessible au grand public. Ok, donc coup d'épée dans l'eau et on abandonne cette molécule. Oui. Mais là, on est vraiment sur la toute dernière phase. C'est que vraiment, il y a eu des loupés avant parce que ça arrive très 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 peu. C'est très rare. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que quand le promoteur de l'étude qui veut commercialiser sa molécule, il n'arrive pas à s'entendre sur un prix de vente avec un pays ou un prix aussi de remboursement, parce que ça se discute aussi au niveau de l'assurance maladie. Le médicament, quand vous allez le trouver en pharmacie, il peut avoir un certain taux de remboursement.
Et ça, encore une fois, c'est discuté en fonction des résultats d'une étude clinique. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des bénéfices forts et nets qui sont concluants sur une molécule, l'assurance maladie va dire OK, ça, ce médicament, clairement par rapport au précédent, il n'y a pas photo, il y a vraiment beaucoup plus de bénéfices pour les patients. On va proposer un remboursement aussi important et donc on va le mettre sur le marché avec un certificat, etc. Donc c'est beaucoup de négociations. Il y a des enjeux socio-économiques qui sont très forts. C'est pas juste scientifique quand on fait une étude clinique. C'est aussi de vrais enjeux économiques pour avoir un consensus entre le promoteur qui veut vendre son médicament, parce que in fine, c'est quand même ça l'objectif quand on fait les études cliniques. C'est de vendre le médicament parce qu'il a des bénéfices sur une pathologie par rapport au médicament précédent. Et puis, pour chaque pays, d'évaluer si les résultats de l'étude, est-ce qu'ils sont vraiment pertinents. Ok. Alors du coup, je me mets à la place des patients. Qui a le droit de participer à une étude clinique? Et je me posais la question, comment est-ce que on participe à une étude clinique? Alors tu disais, c'est une étude qui peut nous être proposée si jamais on est malade, mais est-ce qu'il y a aussi des études où spontanément on peut tomber dessus et participer? Et dans quel contexte ça se fait? Enfin, je me posais un peu la question de comment tu tombes là-dessus et tu choisis d'intégrer une étude clinique. Ouais. Alors, il y a donc des études cliniques qui s'adressent, comme tu disais, donc aux personnes malades. Donc là, clairement, c'est une pathologie qui est bien précise, bien identifiée, qui est diagnostiquée. Encore une fois, c'est pas juste une suspicion de pathologie. C'est pas vous qui venez chez le médecin en disant « Oh là, je pense que j'ai une maladie ». C'est vraiment, il y a un diagnostic derrière qui a été fait par un professionnel de santé. Donc, comme je disais, ce type d'études, vous le retrouvez majoritairement à l'hôpital. Alors, quand vous venez à l'hôpital, vous pouvez avoir connaissance dans certains services. Ils affichent les études cliniques qui sont disponibles. Libre à vous, et moi je le mentionne systématiquement aux patients, c'est peut-être aussi parfois aux patients d'être proactifs en disant au médecin, écoutez, moi je suis traitée dans un grand centre hospitalier, parfois universitaire. Est-ce que vous avez des études cliniques? Est-ce que je pourrais bénéficier d'une étude clinique? Est-ce que quelque chose existe pour ma pathologie? Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les études cliniques, le temps d'inclusion, souvent la durée de l'étude, c'est généralement 1 à 2 ans. Donc, sauf si vous êtes vraiment un mordu, parce que on retrouve sur internet, sur un site qui recense toutes les études cliniques qui sont ouvertes, qui sont fermées, vous pouvez faire vos recherches. Mais libre à vous aussi, quand vous allez chez votre médecin, tout simplement de lui dire: est-ce qu'il y a une étude clinique aujourd'hui disponible chez vous ou ailleurs, dans un centre périphérique à laquelle je peux participer? Donc ça peut être aussi un réflexe. Mais généralement, à l'hôpital, les médecins connaissent très bien les études cliniques qui sont ouvertes, connaissent très bien les critères d'éligibilité, donc il y a peu de chances que vous passiez à côté. Par contre, pour le grand public, c'est un peu plus aléatoire. Comme je le disais avant, tous les médecins généralistes aujourd'hui ne font pas de la recherche clinique. À ma connaissance, c'est pas répertorié quelque part. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai une étude clinique aujourd'hui où je collabore avec les pharmacies pour recruter les patients, c'est-à-dire que les pharmacies, elles acceptent de faire de l'affichage. C'est une étude, on en discutera peut-être plus longuement après, sur les troubles du sommeil. Et en fait, on s'est rendu compte surtout que c'est une étude quand les gens ils dorment pas bien, ils vont pas forcément chez leur médecin généraliste pour demander des somnifères. Mais en fait, ils vont directement à la pharmacie chercher de la mélatonine. Donc ils skippent complètement, ils passent pas par ce relais qui est le médecin généraliste et ils vont à la pharmacie. Et donc nous, ça nous semblait aussi pertinent en fait de faire de l'affichage et de collaborer vraiment avec des pharmacies. Ok. On parlera de cette étude clinique juste après. Est-ce que tu as juste des exemples de gens qui t'ont manifesté leur envie de participer et les raisons pour lesquelles ils ont choisi de participer? Oui, alors on discute énormément aussi avec les patients parce que souvent c'est une grande première pour eux quand ils participent à une étude clinique. Ils me disent on m'a jamais proposé avant, je savais même pas que ça existait, j'ai vu ça à la télé, mais je savais pas que moi je pouvais en bénéficier. J'ai des patients qui m'ont déjà dit, moi je pensais que c'était pour des pathologies incurables ou des pathologies graves. Donc les motivations pour participer, elles sont assez nombreuses. En fait, elles sont aussi nombreuses, je dirais, que le sont les patients qui
participent aux études cliniques. Ce qui revient quand même très très souvent, c'est le fait de vouloir aider la science, les connaissances en sciences, de vouloir voilà, participer à la science. Donc ça, c'est quelque chose qui revient. J'ai des petites anecdotes en tête aussi, où on avait un patient qui avait un cancer du poumon, stade métastatique, et puis très très avancé. Il savait qu'il en avait plus pour très longtemps, et l'étude clinique, c'était un petit peu sa dernière chance alors de prolonger de quelques mois sa survie. Et il avait perdu son fils à l'âge de 25 ans. Et il nous a dit, en fait, moi, je fais l'étude, pas pour moi, parce que je sais qu'il ne reste que quelques mois, et que voilà, ce sera pas ça qui me servira. Mais par contre, je le fais pour mon fils, je le fais pour tous les autres, parce que je pense que ça va être utile pour les autres. Donc c'est des raisons qui sont vraiment différentes. On a des patients aussi qui nous disent, en fait, moi, je connais quelqu'un qui a fait une étude clinique. Ça s'est très bien passé. Je sais qu'il y a un cadre supplémentaire. C'est vrai que c'est pas forcément connu du grand public, mais quand vous participez à une étude clinique, vous avez notamment des professionnels comme les ARC qui se rajoutent, en plus du médecin. Donc quand on est pris en charge, c'est une super prise en charge là. Ouais, c'est vrai que c'est une super prise en charge. On peut aussi l'évaluer d'une certaine manière en se disant que pour les personnes qui participent à une étude clinique, souvent il y a un biais. C'est-à-dire que on voit déjà les patients qui nous disent, le fait d'être dans une étude clinique, je me sens déjà mieux. C'est des choses qui reviennent souvent parce qu'on se sent un peu plus écouté, parce qu'on a pu poser plus de questions que si on avait été juste avec le médecin. Donc c'est très très différent en fonction de chaque patient. Nous, on n'est pas là de toute façon pour juger les raisons de participation ou de non-participation. Pour être tout à fait honnête, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les patients qui n'ont pas souhaité participer à une étude clinique, et pas en raison des critères d'éligibilité, mais plus pour des motivations personnelles. C'est extrêmement rare. En fait, quand on explique bien les choses, les patients ils comprennent aussi que quand le médecin propose une étude clinique, c'est dans leur intérêt. Que derrière, on n'est pas là pour faire du business ou expérimenter quelque chose de manière un petit peu sauvage en les utilisant. Mais il faut prendre ce temps pour expliquer. Et les études qu'on a aussi souvent pour les enfants ou les adolescents, les parents ils nous disent, franchement, si ça peut aider d'autres enfants, si ça peut aider d'autres adolescents, c'est super. Voilà, mon enfant, je sais que ça va l'aider, mais je suis encore plus content de savoir que ça va pouvoir aider encore d'autres personnes dans mes situations. Et les gens comprennent aussi que les médicaments dont ils bénéficient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes avant qui ont participé à des études cliniques. Ouais. Donc c'est un juste retour des choses de faire. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'est aussi de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je peux bénéficier d'un traitement. J'ai cette chance parce que d'autres personnes ont testé ce médicament avant moi. Ouais. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler justement d'un exemple concret de recherche clinique à Strasbourg sur laquelle tu es impliquée peut-être et sur laquelle vous cherchez des participants peut-être je sais pas. Alors je suis au bon endroit peut-être pour faire la promotion de cette étude. Alors à mon sens, moi c'est une super étude, mais je suis peut-être pas très objective. En fait, on a actuellement une étude qui a un joli petit nom qui s'appelle Insolux, qui s'adresse donc au grand public qui souffre de troubles du sommeil. Alors quand on dit troubles du sommeil, on cherche pas des gens avec de l'apnée du sommeil ou des gens qui ont, peut-être vous connaissez le syndrome des jambes sans repos. C'est quand on est allongé, qu'on a un besoin frénétique en fait de bouger ses jambes, vraiment de les mettre en mouvement. Sinon, on a des sensations vraiment désagréables, voire douloureuses qui peuvent arriver. Donc voilà, nous on recherche des participants qui ont des problèmes de sommeil vraiment basiques, c'est-à-dire vous avez du mal à vous endormir, vous avez des réveils nocturnes, ou vous vous réveillez très tôt le matin et puis impossible de vous rendormir. Il y a une grande partie de la population française qui est concernée par cette problématique de plaintes liées au sommeil. Et nous, on cherche des gens en fait qui ont ces plaintes de sommeil et qui ont surtout ce qu'on appelle les répercussions diurnes, c'est-à-dire des répercussions dans la journée. C'est-à-dire que tu vas mal dormir parce que tu mets du temps à t'endormir ou que tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit.
en fait, le lendemain, tu vas être fatigué. Tu vas avoir des sensations vraiment de manque de motivation. Tu vas être moins concentré. Tu vas avoir des sauts d'humeur. Tu vas être un peu plus irritable. Tu vas faire plus d'erreurs. Tu vas avoir parfois même des accidents parce que tu as cette dette de sommeil, parce que tu peux pas avoir un sommeil suffisamment réparateur. Chez certaines personnes, on a aussi des maux de tête. Les gens, ils nous disent, en fait, ça fait des mois que je dors pas bien et à un moment, fin de semaine, le vendredi, quand je me lève, parce que ma dette de sommeil, je l'accumule sur la semaine, j'ai des maux de tête qui se transforment en migraine. Je peux pas aller travailler. Donc, cette étude, en fait, elle est destinée, voilà, pour des gens du grand public qui ont des problèmes liés à leur sommeil et elle évalue en fait l'efficacité de la luminothérapie. Alors la luminothérapie dans cette étude, c'est assez innovant. On la propose à domicile. C'est-à-dire que les patients, ils vont porter pendant 1 mois ce qu'on appelle des luminettes. Donc c'est des lunettes de luminothérapie. Alors ça fait un petit effet Robocop au niveau du style. Je dois avouer que c'est assez particulier, mais certains nous disent que c'est assez stylé. Et il faut voir que c'est des surlunettes. C'est-à-dire que en fait, tu vas poser sur le sommet de ton nez ces surlunettes. C'est-à-dire que ça ne te bloque pas du tout la vue. Tu fais tes activités normalement. Tu prends ton petit déjeuner, si tu fais du sport à la maison, tu peux les porter. Et donc en fait, ces lunettes de luminothérapie, elles vont diffuser de la lumière qui s'apparente à la lumière naturelle. Aujourd'hui, on travaille à l'intérieur, on fait énormément de choses à l'intérieur. Même quand tu es dans ta voiture et que tu penses que tu es à l'extérieur parce que y a un super grand soleil et que tu as mis tes lunettes de soleil, en fait, tu reçois pas de la lumière naturelle. Donc aujourd'hui, on est en dette de lumière naturelle. Et la lumière, pourquoi elle est importante? C'est, je pense que vous avez tous entendu parler de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone. Tout le monde sécrète naturellement la mélatonine. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'hormone du sommeil, de l'endormissement. Normal, elle favorise en fait l'endormissement. Elle est sécrétée un petit peu plus le soir. Et elle est pas sécrétée le matin, ce qui permet en fait d'être actif, d'être bien réveillé. Donc la lumière, en fait, elle a cet effet de suppression de la synthèse de mélatonine, ce qui va te permettre en fait d'être en super forme la journée, de dépenser toute ton énergie. Et puis le soir, quand tu te couches, tu dors paisiblement, tranquillement, tu fais une bonne nuit de sommeil. Si tu veux, la mélatonine, en fait, elle permet de réguler en fait ton rythme circadien. C'est ce qu'on appelle le rythme éveil-sommeil. Si t'as pas un bon éveil, en tout cas si t'es pas bien réveillé, tu dors pas bien. Et si tu dors pas bien, t'es pas bien réveillé. C'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre. Je fais une petite parenthèse, mais Cléora nous avait fait un épisode où il parlait un peu de luminothérapie. Je sais pas si tu as en tête encore le numéro de l'épisode, Cléora. C'est le 477, il me semble. 477 pour les plus auditeurs. En lien avec la dépression. Oui, mais tu parlais un peu des effets de la lumière justement sur le sommeil et l'humeur aussi. Complètement. Et quand tu parles de dépression, on pense notamment à la dépression hivernale. Chez beaucoup de personnes, le fait d'avoir moins de lumière l'hiver, tu te sens un peu plus déprimé, tu as moins d'envie, moins de motivation pour sortir. Donc la lumière, elle a un rôle hyper important. Mais dans nos sociétés modernes, le fait d'être beaucoup enfermé, de pas recevoir suffisamment de lumière naturelle, ça provoque justement ce dérèglement du rythme circadien éveil-sommeil. Donc dans cette étude, en fait, on veut évaluer l'efficacité de la luminothérapie. Donc nous, on la propose à domicile, de manière totalement gratuite. Je rappelle que quand vous participez à une étude clinique, vous ne payez rien. Vous ne payez pas non plus les consultations chez le médecin. Tout est pris en charge par l'assurance du promoteur dont je parlais avant. Vous n'avez aucun frais. Et dans cette étude, on propose donc la luminothérapie à domicile. Alors ces super lunettes, vous les portez pas toute la journée. Vous les portez seulement 20 minutes par jour, pendant 1 mois. L'idée, en fait, c'est de resynchroniser votre sécrétion naturelle de mélatonine pour que vous retrouviez un rythme. Donc, les gens y participent. Alors, aujourd'hui, on a déjà plus de 150 patients. Il faut qu'on arrive à 300 jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous
vous voulez participer, peut-être Moi, je vais que... m'inscrire. Je dors pas bien et je veux ressembler à Robocop aussi. Moi, j'ai trop envie de m'inscrire, mais je fais des voyages à l'étranger avec des rythmes inversés, donc c'est pas possible, c'est ça. Justement, merci pour cette petite aparté. C'est parce que on ne peut pas proposer en fait cette étude à des gens qui font régulièrement des voyages, donc il y a le décalage horaire. Donc forcément, le décalage horaire, le jet lag, ben, il va avoir une influence sur ton rythme éveil-sommeil. Donc peu importe que tu mettes de la luminothérapie ou pas en place, on va dire c'est un petit peu biaisé. Et pareil pour des gens qui ont un travail posté, c'est-à-dire qu'ils travaillent la journée ou la nuit et puis ils alternent d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Ça, c'est malheureusement une population de personnes qui est exclue de l'étude. Alors c'est dommage pour eux, mais c'est vrai que si on veut analyser aussi vraiment l'effet de la luminothérapie, il faut un petit peu prendre un standard de personnes qui ont des troubles du sommeil. Et dans cette étude, on demande des gens qui souffrent de troubles du sommeil depuis plus de 3 mois et minimum 3 nuits par semaine. Pareil, pourquoi 3 nuits par semaine? C'est si vous faites la fiesta le jeudi, le vendredi et le samedi, bon, voilà. Je comprends pas pourquoi tu me regardes comme ça là. Donc voilà, il faut qu'on ait un petit peu aussi un cadre de patient pour que derrière les résultats qu'on sorte, ils puissent être analysables. Les patients qui participent à cette étude, c'est hyper intéressant parce que tu parlais avant de leur motivation. On a deux types de patients, deux types de profils de patients. On a des patients qui prennent déjà des hypnotiques ou des somnifères, c'est-à-dire ils ont déjà un traitement médicamenteux pour leur sommeil, parfois depuis plusieurs années. Ils nous disent je prends des somnifères, mais en fait ça a plus d'effet. Je sens que j'ai vachement d'effets secondaires. Ce qu'il faut savoir que les hypnotiques, oui, ça peut aider à l'endormissement, ça peut favoriser l'endormissement. Mais par contre, les traitements à long terme, ça peut créer une dépendance. Le traitement, il peut se révéler être moins efficace. Ça peut créer des effets secondaires. Les patients parfois nous mentionnent des pertes de mémoire, des vertiges, des anxiétés. Donc, il y a des vrais effets secondaires à prendre des médicaments à long terme. Donc, c'est ce profil de patient, c'est vraiment un profil assez particulier et ils sont tout à fait éligibles pour participer à l'étude. Non pas qu'on pense que la luminothérapie va remplacer leurs médicaments, c'est pas ça l'idée, mais si ça peut permettre de réduire éventuellement la prise médicamenteuse, c'est déjà peut-être un bon début pour éviter de rentrer dans ce cycle infernal de dépendance et de consommer encore plus ou de consommer d'autres médicaments. Et on a l'autre profil de patients, où alors là, clairement, c'est des patients qui ne prennent pas ou qui ne veulent pas prendre de médicaments, qui disent, moi, je veux pas commencer de médicaments. Si je commence à prendre des somnifères, on a des patients très jeunes, de 18-20 ans, qui me disent, j'ai des troubles du sommeil parce que j'ai des périodes d'examen, parce que je suis angoissée, parce que j'ai toujours mal dormi, enfin, pour plein de raisons, et qui me disent, non, moi, il est hors de question, si là, maintenant, je commence des somnifères, ce sera pas possible, je connais les risques. Donc, deux profils de personnes, les deux sont éligibles, c'est-à-dire que si vous prenez déjà des traitements pour le sommeil, même si c'est de la mélatonine, vous êtes tout à fait éligible pour participer à l'étude. À savoir que l'étude, au total, elle dure 2 mois, donc vous participez pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, vous avez 1 mois de luminothérapie à domicile. Donc c'est prêté gratuitement. Vous repartez avec les luminettes, le câble de rechargement, et on rémunère chaque participant à hauteur de 160 €. Il y en a qui nous disent, ah bah super, les 160 €, ce sera pour m'acheter des luminettes, parce que j'ai regardé un petit peu les tarifs aussi des lunettes de luminothérapie. Alors ça démarre à 50-60 € pour pas forcément de très bonne qualité, et ça peut monter facilement jusqu'à 200-300 €. À savoir que vous avez aussi différents modèles, et ce qu'il faut regarder quand vous prenez des lunettes de luminothérapie, c'est le nombre de lux. Les lux, c'est l'intensité lumineuse. Donc il y a aussi certains qui ont des lux très bas. Les lux, ça veut pas, gérer l'intensité lumineuse, c'est pas forcément ce qui va aussi déterminer que vous allez mieux dormir ou pas. C'est pas le fait d'utiliser des lunettes de luminothérapie avec une forte intensité lumineuse qui va vous garantir de bien dormir. Et c'est pour ça que dans cette étude, quand les patients ils arrêtent la luminothérapie, on les suit encore pendant 2 semaines, parce on veut aussi regarder s'il y a des effets à court et moyen terme.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien arrêter la luminothérapie à domicile et avoir cet effet bénéfique parce que vous avez réenclenché possiblement votre rythme circadien. Mais alors, question très pratique sur le protocole, comment vous assurez que les gens ils portent bien leurs lunettes le temps qu'il faut, qu'ils dorment vraiment mieux ou moins bien? Enfin, c'est quoi le suivi qui est fait sur cette qualité de sommeil? C'est juste leur témoignage ou vous leur faites confiance? Alors, bon, on fait confiance à nos patients, ça c'est vrai, mais pas pour toutes les études cliniques. Dans cette étude, il y a des appels téléphoniques qui sont régulièrement faits. Donc, on s'enquiert de savoir déjà si tout va bien, si l'utilisation du matériel elle est faite de manière correcte. On rappelle, si besoin, comment utiliser le matériel. Généralement, les patients jouent le jeu parce que l'enjeu de bien dormir, d'avoir un bon sommeil, enfin, on le sent assez rapidement quand on les rencontre, la motivation à participer. Ils nous disent non mais moi même si l'étude elle n'est pas rémunérée, je participe parce que mon sommeil je m'en sors pas. J'ai pas d'alternative aujourd'hui. J'ai testé la sophrologie, j'ai testé le yoga, j'ai testé la méditation, la musique douce avant de dormir, les massages, il y a rien. Donc les patients jouent réellement le jeu, mais on se base bien évidemment sur la confiance en leur disant les luminettes, il faut que vous les portiez idéalement le matin et 20 minutes pendant un mois. Donc ça c'est important. Sur ta deuxième question, comment on regarde justement s'il y a une amélioration du sommeil, par exemple un patient qui se réveillait 5-6 fois par nuit, et ben en fait dans cette étude on fournit pendant toute la durée de l'étude ce qu'on appelle un actimètre. Un actimètre, c'est un tout petit bracelet. Il n'est pas connecté, il a une pile, donc il n'envoie pas d'ondes. Et en fait le rôle de l'actimètre, c'est de détecter le mouvement. Grosso modo, tu portes ça à ton poignet il bouge la journée, tu fais des activités, donc tu es réveillé. La nuit, ton poignet ne bouge pas, donc tu es endormi. Et donc ça, c'est des tracés graphiques qu'on va récupérer à la fin de l'étude, qu'on va analyser. Et cet actimètre, il a une autre fonction, c'est qu'il va détecter la lumière environnante. Et c'est hyper important parce qu'on inclut des patients à la fois l'hiver et à la fois l'été. Forcément, c'est pas la même chose. L'hiver, tu vas avoir une luminosité plus longue en journée versus l'hiver. Et on a des patients dans leur mode de vie qui sont tout le temps à l'extérieur. Et d'autres, en fait, les seuls moments où ils sont à l'extérieur, c'est quand ils sortent de la maison pour aller à la voiture, pour aller au boulot. Donc ils nous disent, je passe 10 minutes par jour à l'extérieur. Donc c'est une étude qui est très intéressante pour nous parce que elle permet vraiment d'avoir une identification assez précise de l'amélioration du sommeil, en tout cas du rythme éveil-sommeil chez les patients, de savoir si chez des patients qui sont beaucoup exposés à la lumière, est-ce que le fait d'avoir de la lumière en matinée, ça a un effet encore plus bénéfique, ça les aide ou pas. C'est une recherche, encore une fois, on se pose des questions, donc aujourd'hui on n'a pas les réponses et on essaye surtout d'expliquer vraiment à chaque patient que la participation à l'étude, et je le redis, si à un moment ils sont gênés, incommodés par quelque chose, ils n'hésitent pas à nous le dire. On est vraiment là pour les aider au maximum. L'idée, c'est pas de changer leurs habitudes de vie. Il y a des patients qui me disent, en fait, moi, je me lève pas avant 11h le matin. Vous me dites de porter les lunettes le matin au réveil, mais moi, mon réveil, c'est à 11h, 11h30. Très bien. Ils porteront les lunettes à 11h30 quand ils se lèvent. Parce que finalement, ça fait tellement de facteurs entre les différentes circonstances, les gens, etc. Enfin, tout le monde a une vie différente. Comment vous faites finalement pour éliminer ça? Est-ce que le fait d'augmenter le nombre de gens, ça suffit pour lisser tous les autres facteurs qui peuvent jouer sur le sommeil, quoi? Alors, pour répondre à ta question, il y a un méthodologiste qui s'est penché encore une fois sur le nombre de patients nécessaires. Ce qui est important, c'est que là, on est sur de la recherche en soins primaires. Donc, c'est le médecin généraliste qui réalise cette recherche. Et on veut en fait des données de vie réelle. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, avec les patients, c'est un cadre très très étroit. Il y a beaucoup plus de critères d'éligibilité. L'idée de cette étude, c'est de faire finalement, comme tu dis, avec des vrais gens et d'avoir de la recherche finalement sur des vrais gens qui va déboucher aussi sur des résultats qui sont exploitables.
finalement, ça va se lisser. Chacun a son mode de vie. Voilà. Donc, Avec s'il y a une vraie tendance malgré tous ces facteurs, c'est Exactement. vraiment que ça marche, quoi. Clairement, clairement. Et l'idée de cette étude aussi, c'est de sortir quelque chose des données de vie réelle, donc avec des vrais patients qui n'ont pas des pathologies liées au sommeil. Là, on fait un peu de la prévention, c'est-à-dire, entre guillemets, même si je minimise pas les plaintes liées au sommeil, on est sur des patients où il n'y a pas encore de grosses pathologies. C'est-à-dire que c'est pas des patients qui dorment mal et qui sont déjà sur la dépression ou sur, par exemple, de l'obésité parce que il y a une suralimentation liée au sommeil, etc. Donc, on essaie encore d'être dans le préventif. Et puis, c'est de sortir des résultats de recherche en soins primaires à montrer aux autorités, aux instances réglementaires, que ce soit le ministère de la Santé, à l'assurance maladie, en disant vous investissez beaucoup d'argent pour le remboursement de médicaments type hypnotiques et somnifères. Est-ce que ce serait pas judicieux d'investir aussi de l'argent peut-être sur la luminothérapie qui, dans une étude avec un protocole, avec des résultats statistiquement significatifs, fait ressortir qu'il y a un vrai bénéfice pour la population et sans effet secondaire. Alors, je temporise le sans effet secondaire parce que toute intervention a des effets secondaires. Et là, les seuls effets secondaires pour la luminothérapie qu'on a observé, c'est des gens qui ont une hypersensibilité oculaire à la lumière. C'est-à-dire que des gens, par exemple, qui déjà à l'extérieur, quand il y a un peu de soleil, ils sont gênés, ils sont incommodés. Donc forcément, la lumière, ça peut encore plus les gêner. Okay. Alexa, tu avais une question? Oui, parce que donc ce genre d'étude prend en compte l'effet de la mélatonine, mais il me semble que justement en France, la mélatonine n'a pas d'AMM, c'est vendu comme un complément alimentaire. Du coup, est-ce que c'est un problème pour ce genre d'études ou pas du tout? Quand tu dis un problème pour ce genre d'études, c'est-à-dire d'inclure des patients qui prennent de la mélatonine en ordonnance, c'est ça? Ouais, alors en ordonnance ou pas, parce qu'en fait, on sait toujours pas quelle est la quantité de mélatonine qu'il faut donner pour que ce soit efficace. Enfin, il y a aucune étude en fait qui a été faite vraiment là-dessus. Du coup, je me dis faire une étude sur quelque chose qui prend en compte la mélatonine, alors qu'il n'y a pas vraiment eu d'étude non plus sur la mélatonine, est-ce que ça peut poser problème juste pour d'un point de vue expérimental? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça pose pas forcément un problème compte tenu qu'on va pas inclure 300 patients qui prennent de la mélatonine. Ce qui va être intéressant, c'est de faire une analyse qu'on appelle en sous-groupe. C'est très fréquent dans les études cliniques, c'est-à-dire que tu peux dégager parfois des tendances sur des sous-groupes. Isolés sur les 300 patients, je sais pas, les 50 ou les 60 patients qui prennent la mélatonine et analyser à part leurs résultats, ça peut nous donner aussi un aperçu pour cette patientèle avec de la mélatonine. Idem pour des patients qui prennent déjà des somnifères ou des hypnotiques. Ça peut aussi permettre de dégager une tendance, peut-être que la luminothérapie, dans ce sous-groupe de personnes, parce qu'ils prennent déjà des hypnotiques, c'est moins efficace. Donc, encore une fois, je le disais, on est sur des données de vie réelle. Nous, on n'a pas envie non plus d'avoir un cadre extrêmement strict, en tout cas au niveau des patients, d'avoir vraiment des patients qui sont très, 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 très identifiés sur des caractéristiques, parce que cette étude, là, elle termine à la fin de l'année. Donc, plus tu mets de critères d'éligibilité stricts, moins tu recrutes aussi rapidement de patients. Oui, et puis tu peux faire en fait des sous-groupes, du coup analyser tu peux faire des différents sous-groupes pour tous tes paramètres environnementaux différents. Oui, je pense que ce serait intéressant dans cette étude de voir aussi les patients inclus en été versus les patients inclus en hiver. Ouais, voilà. Ou par exemple les patients, comme ils ont, tu sais, l'actimètre, on peut faire des sous-groupes, ceux qui sont exposés moins de 2 heures à la lumière naturelle versus ceux qui sont exposés à plus de 2 heures. Est-ce que chez des patients qui ont une exposition finalement très faible à la lumière naturelle, la luminothérapie, elle a peut-être un effet supérieur que des patients qui eux, sont déjà dehors, qui ont déjà de la lumière. Donc vraiment, tu peux faire plein de sous-groupes. Ça, c'est après, nous, au niveau de ce qu'on appelle les objectifs secondaires d'une étude. C'est-à-dire que l'objectif principal de cette étude, c'est d'évaluer l'efficacité de la luminothérapie dans les troubles du sommeil. Mais on a plein d'objectifs secondaires. Les objectifs secondaires, ils prennent en considération, par exemple,
Est-ce que ça a diminué l'anxiété chez certains patients? Est-ce que il y a plein de facteurs qui sont pris en compte et ça peut s'intégrer tout à fait dans des objectifs secondaires. Ça a répondu à ta question, Alexa. Oui, totalement. Non, mais c'est super intéressant de voir que en fait, tu peux avoir ton étude et puis tu peux t'en servir aussi pour avoir d'autres conclusions auxquelles tu n'avais pas nécessairement pensé. Oui, tu as plein de données que tu peux remobiliser du coup pour tester d'autres questions après derrière. Rien n'est perdu. L'idée, voilà, c'est d'exploiter au maximum. Alors, on va pas non plus extrapoler ou inventer des données, mais quand vraiment on a des données solides, et c'est pour ça que dans cette étude, les patients, ils ont 4 consultations au total dans l'étude. Donc, c'est 4 déplacements. Alors, si vous habitez à Strasbourg et environ, on a pas mal de médecins généralistes. Ce sera peut-être pas forcément votre médecin traitant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin qui est formé à l'étude ne vient pas remplacer votre médecin traitant. C'est juste que lui, il est spécifiquement formé à l'étude, donc il va vous suivre pendant les 2 mois de l'étude. Rien n'est confidentiel. Donc, vous pouvez tout à fait demander l'avis à votre médecin traitant avant de participer à l'étude. Rien n'est confidentiel. Vous pouvez en parler à votre entourage. Il y a une véritable transparence sur en quoi consiste votre participation à l'étude. C'est important, je pense, de le souligner aussi. Alors, j'avais aussi quelques questions et on va accélérer un peu parce que c'est bientôt la fin de l'épisode. Si on parle un peu d'éthique et de la recherche clinique, alors j'imagine que sur certains sujets, c'est plus difficile de trouver des participants. Qu'est-ce qui peut limiter vraiment la participation des gens? Tu veux dire Par exemple, est-ce que il y a des études pour des pathologies très graves finalement où c'est plus difficile de recruter des gens, ou alors les gens sont plus motivés parce qu'ils se disent que de toute façon ils ont rien à perdre, par exemple? Est-ce qu'il y a des schémas comme ça où c'est vraiment plus compliqué de recruter des gens que d'autres circonstances? Alors déjà, il y a la durée de l'étude. Quand une étude elle dure 1 an ou 2 ans, c'est assez court quand même. Donc il faut tomber au bon moment quand on est patient pour être pris en charge. Donc la durée de l'étude, forcément, elle peut être limitante. On a forcément les critères d'éligibilité, donc ça, on n'y déroge pas. Il y a les critères d'inclusion et de non-inclusion. Ça, le médecin, il va pas pouvoir faire de passe-droit. C'est pas du tout dans l'intérêt et la sécurité du patient. Donc ça, c'est extrêmement important de dire qu'il y a des critères d'éligibilité qui doivent être respectés. Le refus, ça peut être lié à une motivation personnelle du patient. Ça peut être une conviction aussi de ne pas participer à la recherche parce qu'il ne se sent pas à l'aise, parce qu'il ne comprend pas en quoi ça consiste, il n'y voit pas son intérêt. Nous, on n'est pas juge là-dessus, on laisse chacun décider. Nous, on souhaite juste qu'il parte avec des informations et qu'il décide comme il souhaite. Les inclusions aussi, elles sont discutées parfois en réunion avec d'autres médecins. C'est-à-dire que parfois on pense que ça peut être délétère pour le patient de lui proposer une étude clinique parce que c'est un patient fragile. Je pense notamment aux personnes âgées. Généralement, il y a des critères d'âge dans les études cliniques. Il y en a eu un critère d'âge, c'est 70 ans, l'étude sur la luminothérapie. Ce qui veut dire que voilà, les personnes de 70 ans ne peuvent pas participer à l'étude clinique. Donc ça peut être l'état de santé, un état de santé trop fragile, un état de santé un peu dégradé, l'état psychologique, psychiatrique parfois aussi de la personne, quand il y a des antécédents psychiatriques qui sont pas forcément stabilisés. On ne veut pas non plus que la personne consente à participer à une étude et que le lendemain, il y a un retournement de situation, un changement, quelque chose qui a été forcé par le corps médical. Donc ça, on est très vigilant aussi là-dessus. Donc il y a vraiment plein de raisons pour éventuellement dire que bon, la proposition d'une étude clinique, elle va pas être dans l'intérêt du patient. Et les patients, de leur côté, de toute façon, nous disent voilà, moi je me sens pas capable, c'est quelque chose qui ne me correspond pas, ou c'est trop rapide. Parfois, ça arrive aussi de nous dire en fait, vous me donnez plein d'informations, moi il me faut beaucoup de temps pour réfléchir, et finalement, après cette réflexion, il souhaite plus participer
participer, ou en tout cas ils ne veulent pas participer à l'étude. Alors j'ai aussi deux questions sur l'aspect éthique et que on n'avait pas forcément développé en amont de l'interview, donc n'hésite pas à me dire si c'est pas un terrain sur lequel tu veux aller, mais sur l'aspect études en double aveugle, justement, il y a des études qui sont complètement randomisées, c'est-à-dire qu'on attribue au hasard des traitements ou pas. Oui, ça s'appelle du tirage au sort, la randomisation. Ok, alors comment ça se passe quand c'est des pathologies très graves où les gens pourraient vraiment bénéficier du traitement, mais que du coup ils ont un placebo? Enfin, comment vous gérez un peu l'éthique de la chose quand vous êtes dans cette situation? Est-ce qu'il y a une prévention supplémentaire des gens en leur disant vous risquez de pas avoir le médicament, quoi? Et comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les études cliniques aujourd'hui passent par ce qu'on appelle un comité de protection des personnes. Donc, c'est une instance réglementaire qui est là pour déterminer que la participation à l'étude clinique d'un patient ne lui fera pas perdre de chance. Donc, ce sera toujours dans son intérêt. En tout cas, il n'y a pas de perte de chance. C'est-à-dire que c'est un comité d'éthique, mais qui se nomme comité de protection des personnes. Ils sont regardants sur tout le protocole et encore plus sur ce qu'on appelle la note d'information et le consentement. Donc les documents écrits qui sont remis au patient, qui lui expliquent en quoi il s'engage avec les effets secondaires, les effets attendus, les bénéfices attendus, etc. Donc on ne va jamais faire passer d'études cliniques aujourd'hui en France où il y a une perte de chance pour le patient. Donc si quelqu'un est dans une situation où il est en cancer métastatique, etc., et qu'on va tester une thérapie qui a quand même des chances de le soigner, on va pas le mettre sous placebo. Jamais. En fait, il y aura jamais de placebo pour... Alors pour ton cas pratique, clairement, le patient bénéficie systématiquement du traitement standard, donc qu'il aurait bénéficié hors étude clinique. Et l'autre bras, le bras expérimental, ça va être le médicament à l'étude. C'est-à-dire que... Mais on lui dira pas forcément, du coup. Alors si, généralement, pour ça, c'est pas du double aveugle. Là où ça peut être du double aveugle, c'est par exemple pour des cancers qui ne sont pas métastatiques, qui sont résécables, c'est-à-dire qu'il y a une chirurgie et ensuite il n'y a pas de nécessité de traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains cancers, si la tumeur est bien localisée, qu'on arrive à enlever la tumeur par chirurgie, les patients bénéficient, dans certains cas, uniquement d'un suivi. C'est-à-dire ils ne reçoivent pas d'autres traitements. C'est ce qui peut s'apparenter par exemple au placebo. Et dans ce cas de figure, justement, on va faire une étude clinique où il y aura un groupe de patients pris en charge standard, c'est-à-dire placebo. Ils n'auront rien parce que c'est déjà ce qui se fait aujourd'hui. Et on veut justement, dans cette étude, chercher si le fait d'instaurer un traitement post-chirurgie, un traitement expérimental post-chirurgie, ça peut limiter, éviter la récidive du cancer. Donc dans ce cas-là, tu peux avoir du double aveugle où les deux groupes vont recevoir un traitement, mais dans l'un, ça va être du placebo. Okay. Donc aucune perte de chance. De toute façon, encore une fois, tout est validé par les comités d'éthique. Les patients, c'est vrai que la notion de placebo dans une étude clinique ou de double aveugle, elle peut faire peur, mais il faut savoir que vraiment, c'est quelque chose qui a été vérifié. Et au niveau éthique, aucune perte de chance pour les patients. Donc on peut jamais dire à quelqu'un à la fin d'un essai clinique ah en fait c'était une blague, t'as pas eu le traitement, on aurait pu te sauver mais tant pis t'avais le placebo, ça se passe pas comme ça, quoi. Non, parce que dans la vraie vie, si les patients reçoivent le placebo dans une étude clinique, ça veut dire que dans la vraie vie, ils n'auraient rien reçu. En fait, c'est l'équivalent finalement. D'accord. Il y a plein de configurations, du coup il faut réfléchir en amont. Il y a plein de configurations. Que personne ne perde de chance de traitement. Ah bah de toute façon, personne, on va dire, dans la situation, ils sont dans le groupe contrôle et pas dans le groupe expérimental. Ils bénéficient du même traitement que les patients qui sont pris en charge hors études cliniques. Ok. Et sur l'aspect justement molécules développées par des entreprises privées, etc. Oui. C'est quoi les verrous qu'il y a dans les étapes de mise en place de ce protocole de recherche clinique pour être sûr qu'il n'y a pas de biais dans l'interprétation, l'analyse des résultats? Parce que quand on a investi beaucoup d'argent pour développer une molécule, j'imagine qu'il y a quand même une pression de résultats derrière.
Et du coup, qu'est-ce qui est mis en place pour éviter que la personne qui analyse à la fin, elle soit un peu biaisée dans ce qu'elle a envie de voir, quoi? Alors, réglementairement, les promoteurs sont tous obligés d'avoir un comité indépendant d'analyse des données. Ok. C'est-à-dire que, voilà, ce comité indépendant, comme son nom l'indique, il est totalement indépendant du promoteur et il est là pour faire l'analyse. Et ça, c'est obligatoire quand il y a une étude clinique. Les promoteurs doivent avoir sollicité un comité indépendant sur le sujet de l'analyse et de l'interprétation des données issues de la recherche clinique. Ok. Et enfin, j'imagine qu'il y a eu des cas dans l'histoire. Alors, tu ne connais pas forcément tous ou peut-être les verrous ont sauté. Enfin, il y a eu des problématiques, ce qui fait que les gens ont globalement moins confiance dans les procédures de recherche clinique. Enfin, quand on entend les gens parler façon bar au comptoir, beaucoup de gens disent oui, de toute façon, c'est que des lobbies, les résultats sont biaisés, etc. Quand on est en interne, il y a suffisamment de verrous et de comités de vérification pour que ce soit pas vraiment possible d'arriver. Alors aujourd'hui, avec la réglementation, il y a, comme tu dis, ces verrous, ces barrières, comme la sécurité du patient, en fait, elle est centrale entre le moment où le protocole, l'étude est designée et jusqu'au suivi du patient. On n'a vraiment pas ce type de problème. Quand tu dis, voilà, les gens mentionnent toutes les anecdotes et les problématiques qu'il y a pu avoir en effet par le passé. Souvent, l'amalgame est fait entre peut-être la notion de consentement, c'est-à-dire où les patients ont signé quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas compris ou pas suffisamment compris parce qu'on ne leur a pas suffisamment expliqué les modalités de participation. Donc parfois, ça peut être le cas aussi sur ce type de malentendu. À ce moment-là, il est préconisé de toute façon quand le patient n'est pas à l'aise de retirer son consentement, en tout cas d'être décisionnaire vraiment de sa préférence, de rester ou non dans l'étude. L'avis du patient sera toujours souhaité et en tout cas, c'est vraiment l'élément qui va déterminer sa participation ou non. Mais il y a eu en effet historiquement, et c'est pour ça qu'a été mis en place notamment le code de Nuremberg, de l'expérimentation qui a été faite sur des personnes qui n'ont pas donné leur consentement. Ça s'est fait aussi sur quelques histoires, en tout cas quelques moments historiques qui n'auraient pas dû l'être, où voilà, il y a eu des expérimentations où encore une fois la notion de consentement en fait n'a pas été respectée. C'est plus sur le consentement des participants que réellement sur l'aspect éthique et méthodologique de l'étude. Ok, très bien. Alors, comme à chaque épisode où j'invite des gens, souvent c'est des gens que je rencontre dans le contexte de la médiation scientifique, etc. Et en l'occurrence, on s'est rencontrés parce que tu m'as contacté pour organiser un cycle d'événements qui s'appelle Parlons Santé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'initiative? Oui, avec grand plaisir. Donc on organise en fait, plus précisément la faculté de médecine de Strasbourg organise donc des conférences débats qui ont lieu tous les mois. On se déplace en territoire, on parle de sujets en lien avec la santé. On a parlé environnement l'année dernière, on parle santé de l'adolescent au premier trimestre de cette année et on va finir sur le lien santé et genre. C'est un projet de conférence débat, c'est une première édition. On veut en fait mettre à disposition des citoyens les résultats de thèse en médecine générale des étudiants en médecine. Ils sont parfois frustrés parce qu'ils ont uniquement présenté leur thèse de médecine générale à un panel de jury experts. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire rencontrer les citoyens, les professionnels de santé en territoire. Donc on n'est pas qu'à Strasbourg, on se déplace un petit peu dans les communes. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de jargon médical. En tout cas, j'essaie qu'il y ait le moins de jargon médical ou pour le bien de tout le monde, pas de calcul savant. Les personnes sont invitées à poser leurs questions, à donner leur avis. C'est une toute première édition. Donc là, on a une conférence qui va se dérouler le 19 mars à Erstein sur le sommeil de l'adolescent. On a ensuite des conférences qui vont parler santé et genre qui seront à Schiltigheim et à Bischheim d'avril à juin, une fois par mois. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et il y a un buffet dînatoire qui est proposé ensuite pour qu'on puisse discuter,
continuer les échanges parce que les conférences sont relativement courtes, elles durent 1h15 et il faut toujours un petit peu freiner les dernières questions. Donc on propose justement de les terminer autour d'un buffet dînatoire qui est offert à toutes les personnes présentes. Oui, ça me paraissait super intéressant de t'inviter parce que c'est vrai que dans ce cycle-là, moi j'ai vu peu d'événements où on présentait vraiment ce qui se passait sur les recherches médicales en fait au public. Enfin, souvent on fait de la vulgarisation sur la recherche fondamentale. Il y a pas mal d'articles et de contenus sur ce qui se fait dans les labos, mais en clinique et en médecine, c'est un peu plus obscur et finalement la santé, c'est pas un truc qui est hyper vulgarisé ou hyper bien vulgarisé, j'ai l'impression. Après, ça n'engage que moi, mais je sais pas si vous êtes d'accord dans l'équipe qu'il y a moins de contenu sur la recherche clinique qui se passe dans les hôpitaux. Ouais, sans doute. Ben, on avait eu Marion Bermuca qui était venue nous parler de son métier de généticienne, hein, de médecin généticien, et c'est vrai que elle disait aussi elle-même qu'il n'y avait pas grand-chose qui est fait, c'était souvent assez obscur et pas vraiment bien expliqué, que ce soit au niveau des enjeux des médicaments, des enjeux des médecins, des relations médecin-patient, de ce qu'on peut expliquer en fait aux gens qui sont malades. Je pense qu'effectivement c'est... Oui, non, moi je suis assez d'accord. J'ai l'impression qu'en fait souvent sur la santé, soit on a des choses très vulgarisées, soit pas du tout, et entre les deux, il y a souvent un manque. Oui, et du coup là, ces soirées, c'est vraiment l'occasion de mettre des médecins en face de gens qui ont des vraies questions et des vraies interrogations. Et enfin, je pense que tu peux en témoigner. Il y a eu des échanges hyper intéressants entre le public et les médecins. D'ailleurs, je sais pas si tu veux parler de certains sujets, mais il y a des médecins généralistes qui font des recherches aussi en parallèle, alors qui sont pas de la recherche clinique, mais aussi de la recherche sur des thématiques. Il y a notamment une soirée qui moi m'a bien amusée sur comment est-ce que on devient des médecins un peu plus écolos en évitant d'utiliser des trucs jetables tout le temps. Enfin, comment est-ce qu'on peut être un bon éco-citoyen en étant médecin. Enfin, plein de thématiques comme ça qui sont abordées dans ces cycles de conférences et ça permet de réfléchir un peu autrement. Je sais pas si tu as des anecdotes à partager sur quelque chose qui t'a marqué dans ces cycles de conférences. On a eu une soirée sur la thématique sommes-nous tous envahis par les écrans. Donc c'était 2 médecins généralistes qui ont travaillé le sujet de la surexposition aux écrans chez les enfants et chez les adolescents. Et ce qui m'a marqué, c'est que les parents sont venus avec leurs enfants, leurs adolescents. Ça a été extrêmement riche en questions. On avait mis à disposition aussi des ressources bibliographiques, des images, des questions sur les réseaux sociaux. Et en fait, de voir cet échange intrafamilial entre parents et enfants avec les professionnels de santé, on s'est dit c'est d'une richesse assez incroyable parce que les parents nous disaient qu'ils étaient parfois un petit peu démunis à la maison avec un ado qui est attaché à son téléphone comme un doudou, qui savait pas quoi faire, et que ce même ado en fait se plaignait de ne pas bien dormir, d'être plus angoissé, d'être stressé au quotidien. Donc voilà, ça a permis aussi de mettre des mots sur ça par un médecin généraliste, mais pas dans le cadre d'une consultation en médecine générale formelle. Vous allez voir votre médecin traitant et il est de l'autre côté du bureau. Là, clairement, on avait le médecin généraliste qui n'était pas dans une salle de consultation, qui était dans une salle de spectacle, un mardi soir, de manière très conviviale avec le public. Ça permet aussi d'avoir un autre regard sur les professionnels de santé, comme tu le disais, Eléa, qui ne s'intéressent pas qu'à vous quand il y a une maladie ou quand il faut faire un certificat médical ou qu'il faut prescrire une prise de sang, mais au contraire, parler des sujets d'actualité du quotidien. Les écrans en font partie. Les écrans ont des effets sur notre santé. Il faut les comprendre, il faut les connaître. Et donc, ça permettait d'avoir ce regard d'expert sur le sujet, tout en étant confronté à des vrais parents, à des vrais adolescents qui sont dans leur domicile envahis par les écrans. Est-ce qu'il y a des recherches cliniques en cours sur les effets des écrans Alors, il y en a une qui va arriver. On est en train de monter, en effet, un protocole de recherche sur la surexposition aux écrans, justement suite à la thèse de ces 3 médecins généralistes qui ont travaillé dessus. C'est un projet de recherche clinique qui est actuellement en cours. Moi, je peux malheureusement pas en dire plus,
Si tout se passe bien, il devrait émerger l'an prochain pour démarrer des inclusions chez des adolescents âgés de 12 à 18 ans. C'est une première tentative aussi dans le cadre d'une consultation avec un médecin généraliste et un adolescent, d'avoir un échange sur la consommation, le temps de consommation, les usages des écrans par l'adolescent. Ok. En attendant d'avoir peut-être des questions avant la fin de l'émission, tu es venue avec une citation, Manon, ce qui est la tradition pour conclure les épisodes de Podcast Science. Oui. Donc j'ai une citation. Chercher n'est pas une chose et trouver une autre, mais le gain de la recherche, c'est la recherche elle-même. Et c'est de Grégoire de Nice. Grégoire de Nice, qui est un saint. Saint Grégoire de Nice. Qui ne vient pas de Nice, comme Brice. L'orthographe n'est pas bonne du tout. Je ne connaissais pas cette personne. Grégoire de Nice, N-Y-2-S-E. C'est très vrai, d'ailleurs. C'est très très vrai. Donc, si pas de questions dans la chatroom, je pense qu'on peut remercier Manon pour cette intervention. J'espère que ça vous a plu dans la chatroom. C'est donc l'heure d'arriver à la fin de cette émission. Merci encore Manon de nous avoir permis de mettre un pied dans le monde fascinant de la recherche clinique. Une petite pensée du coup pour tous ces hommes et ces femmes, patients et médecins et attachés de recherche clinique évidemment, qui font don de leur temps et d'eux-mêmes pour nous permettre de vivre toujours plus longtemps et en bonne santé. Ici on sert tous la science et c'est notre joie. Et donc on vous dit à bientôt pour le prochain épisode de Podcast Science. Thank you.